Bonsoir et bienvenue dans Vieille Canine, l'émission des vétérans de la Camarilla qui déterre les vieux vampires. À chaque épisode, on convoque un invité et on ressort ses vieux dossiers. Moi c'est Vincent et c'est un plaisir chaque fois renouvelé que d'animer cette émission avec mon ami Jérôme. Salut Jérôme. Salut Vincent. Aujourd'hui, entretien avec un vampire. Plusieurs vampires. Pour un nouvel épisode 100% spécial. Vous l'attendiez tous ? C'était inéluctable. Obligatoire. Nécessaire même. Si nous n'avions dû convoquer qu'un seul clan, c'eût été celui-ci. Puisque c'est bien d'hégémonie dont il s'agit. Nul autre clan n'aura été aussi prépondérant au sein de la Praxis de France. Nul autre n'aura exercé une telle influence sur le domaine et sur son histoire. Alors, outre l'évidente prédilection des tauliers de ce podcast, puisque Jérôme a lui-même incarné un des éminents anciens du clan, et on connaît mes accointances avec le prince, ce soir c'est bien le clan Toréador qui est à l'honneur, dignement représenté par Alexandra, William et Vincent. Bonsoir tous les trois. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Bonsoir. C'est une soirée un peu particulière. On ne va pas l'aborder comme les autres. Vous avez bien compris que vous êtes un clan à part, et j'espère que vous serez les dignes représentants de cette exception. Alors, on va commencer simplement. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, s'il en est, présentez-vous et présentez votre personnage Toréador. Alexandra ? Alors, donc Alexandra, connue aussi sous le nom de l'Alex, et pas l'Alec. Je pense qu'on connaît surtout Lady Sarah Wortley Montagu, même si j'ai eu l'occasion de jouer d'autres choses. Mais c'est bien elle que j'ai joué le plus longtemps au sein de la Cama. Vincent ? Commencez par moi alors que William est là, c'est quelque part me permettre de lui dérouler le tapis rouge puisque Vincent, vieux joueur de la Camarilla du millénaire dernier, à l'époque, on avait organisé le chapitre de la cité d'Arpajon dans l'Essonne, et à l'occasion d'une rencontre à Paris, j'ai rencontré Tristan de Morte-Rose, et avec mon gangrel à l'époque, ça a été une grande histoire d'amour. J'ai joué Daniel de Morte-Rose, Daniel Morte-Rose, il n'avait pas le privilège de la particule, aussi appelée la carotte. Voilà. Et bien des années plus tard, la carotte mérite à elle seule toute une histoire, puisqu'il s'agissait d'un vampire végétarien qui portait une carotte en boutonnière, et tout le monde s'interrogeait de savoir ce qu'il pouvait bien sucer. Et des années plus tard, j'ai voulu rendre un nouvel hommage à Tristan de Morte-Rose, et au sein de la Société de la Rose, j'ai interprété son enfant, Armand de Morte-Rose, aussi appelé Armand de Malécueil. Voilà, toute une histoire pour dire que Tristan de Morte-Rose, William, à toi la parole, est à lui seul l'incarnation du clan Toréador à mes yeux. C'est gentil. Eh bien, oui, donc William, j'ai incarné pendant très 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 longtemps Tristan de Morte-Rose, qui a été créé Ancia, du clan de la Rose, et qui a fini ancien d'ailleurs, qui a fini en cendres surtout. Et c'était une chouette aventure au sein de ce clan. Et d'ailleurs, Lady Sarah de Wortley de Montaigu était une charmante concurrente au sein du clan. Et quant à Vincent, était une valeur sûre, en tout cas. Il était lié à deux en même temps, il n'avait pas vraiment le choix. On a toujours le choix, comme dirait mon vieil ami le C'est Mat. vrai, on a toujours le choix quand on a des amis très mères. Mais tout le monde n'a pas des amis très mères. Donc voilà, non, c'était une chouette expérience. De toute évidence, vous vous connaissiez déjà, vous avez joué beaucoup ensemble. Alors, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés ? Est-ce que vous vous souvenez de quand vos personnages se sont rencontrés pour la première fois ? Alors Vincent, tu nous l'as déjà évoqué avec ton gangrel, mais par exemple, l'Alex, William, est-ce que vous vous rappelez de votre première rencontre ? Je me souviens très bien de Tristan de Morte-Rose en chaussettes. En chaussettes ? Oui, en chaussettes. Tu te souviens pas, en 1997, la partie qui avait eu lieu chez moi, au-dessus de chez mes parents. D'accord. Et du coup, on était tous en chaussettes, parce qu'il fallait pas faire de bruit, en fait, pour qu'en dessous, ça dérange pas. Wow. Et oui. Les soirées concept. Et donc, ça remonte, hein.
C'est l'une des premières fois où je pense que j'ai pu jouer, que j'ai pu vraiment jouer avec toi, en fait. Et alors, c'était quoi vos relations en jeu, les uns les autres? Je veux dire en jeu, mais en société ou Ah, les deux, on veut savoir. en privé? Parce que C'est le moment de tout balancer. Hein. alors en jeu, il fallait faire bonne figure et avoir un clan Ouais. soudé. Hors jeu, entre Alex et moi, il y avait une petite guerre quand même interne Petite. pour avoir la suprématie au sein du clan, quoi. C'est intéressant. On a découvert que le clan Trou n'était uni que officiellement et publiquement, et on a découvert énormément de guerres intestines dans le clan. Je l'ai vraiment découvert pour le. Ouais, ils nous ont fait part de l'existence de factions différentes. Moi, j'avais un petit peu zappé. Bon, c'était pas très intéressant à l'époque, mais ça avait l'air d'être. C'est chaud. Et au sein du clan Toreador, je suis pas certain qu'il y avait des factions organisées. Il y a eu les guildes à une époque, mais il n'y avait pas de faction à oui, point. Pas de faction, à mon sens, qui divise le clan. Après, effectivement, il y avait plusieurs tendances et il y avait des guildes ou d'autres sociétés qui pouvaient exister en son sein, mais le clan Toreador faisait au moins l'apparence d'un jardin uni. On était relativement unis quand même, hein, dans les moments forts, on était. Donc on n'était pas désunis, en fait. Ouais. On n'était pas désunis parce que il y avait un nom qui nous couronnait tous, c'était François Villon, que chaque toréador, de par l'histoire de la France et l'histoire de Villon, se devait d'être le parangon d'un, quelque part ne jamais trahir l'hégémonie toréador, et je pense que c'est bien de ça dont il faut parler. Je pense que l'hégémonie, justement, c'était surtout l'hégémonie de François Villon, et dont nous étions quelque part juste des messagers. Des descendants pour certains. Ou des descendants pour certains, ce qui est notre cas. Oui, non, mais bien sûr, mais c'est alors, à titre personnel. La classe. À titre personnel, c'est genre la vie de bol. On parlait de relations entre les personnages. C'est vrai que pour ce qui me concerne au départ, avec le gangrel Daniel Mortereau, ça a été une fascination pour ce personnage de Tristan qui était quelque part un parangon du clan Toréador. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu, digne descendant de François Villon. C'est aussi dans cet esprit-là que des années plus tard, j'ai voulu reprendre le nom de Mortereau. J'ai demandé la permission à Tristan. Encore une fois, c'était un hommage, mais je voulais cette fois jouer véritablement un Toréador, mais qui se voyait comme, justement, en tant que descendant de Villon, quelque part, ce qu'il voulait, c'était uniquement flatter le nom de Villon. On était là pour asseoir la toute-puissance de François Villon sur le territoire de France. C'était clairement ça, oui. Ou pas. Et Bertrand Valois de temps en temps. Bon, Bertrand Valois, oui. Oui, parce qu'il y avait quand même des méchants chez les Toréadors. Il n'y a que ça. C'est-à-dire méchant. Attends, ça, c'est une question de point de vue. Le bien, le mal. Bertrand Valois, moi, j'ai rien à lui reprocher. Hein. C'est un détail de l'histoire. C'est marrant parce que moi, j'ai pas le même rapport avec François Villon. Bien sûr, c'était cool de se dire, ok, le prince est Toréador. Pour moi, les Toréadors, et en tout cas ceux avec qui j'ai pu jouer, alors du coup plutôt à Orléans et plutôt à Nantes, en fait, le Toréador, puis la Montagu le prouve bien, il voulait briller. Il peut y avoir des Toréadors à Nantes? Oui, il y avait des Toréadors à Nantes. Et puis tu sais, il y avait même Gérard de Lactoloise à Nantes. Oh merde. Malgré tout. Hein. Ah ouais. Si. Et c'est vrai qu'en fait, on brillait de nous. C'était pas... Villon, finalement, il était loin, en fait. Oui. Et même à Orléans, alors que pourtant, c'était quand même plus près. Jérôme Dias, qui interprétait Charles d'Orléans. Charles... alors... Après, il y a sans doute eu des choses aussi, de contes, etc., qu'on ne connaissait pas. Mais il y avait aussi sa pomme. Richard, qui jouait aussi un Ancilla Toréador, c'était lui qui brillait, quoi. Je veux bien l'influence de Villon, mais peut-être que c'était un truc plus parisien. Oui, probablement. C'est l'ancienne parisienne qui dit ça, mais... Ou plus sanguin. Alors, parisien ou sanguin, effectivement, ou alors, au contraire, on est quelque part, il y avait le côté politicien de la chose. Ceux qui avaient des prétentions en tant qu'anciens voulaient à tout prix asseoir leur réputation. Ceux qui n'avaient aucune prétention devaient s'asseoir sur la réputation des autres. Et pour tout Parisien, quelque part, c'est François Villon. On était tous dans son nom, à Paris en particulier. Mais je pense que tu as raison, Alexandra. C'était plus pesant à Paris, d'autant que Paris avait la particularité de ne pas avoir de marquis, justement. Oui.
parce que le prince était censé être là, même s'il n'était jamais interprété, jamais joué, etc. Alors, on était entouré de cités qui avaient des marquis toréadors. Hein. Tu as parlé de Harpagon, c'était un marquis toréador. On avait ici les Moulineaux, mais il y avait aussi Montmorency avec Ocris, etc. Donc cette pression, elle était totalement implicite. Et je pense que les joueurs s'appuyaient dessus aussi implicitement, alors que dès que tu allais dans le sud, si on écoutait Grégoire, il nous disait, voilà, moi j'avais tout approuvé, puisqu'en fait j'avais Hugues Desarcy qui était en face, et moi Villon, techniquement, il n'était même pas dans son domaine. Mais d'où la nécessité aussi d'avoir de bons agents qui le représentaient à gauche à droite. Hein, et c'était plutôt des joueurs de qualité, hein, quand on parle de Grégoire ou même de Charles d'Orléans, c'est des gens quand même qui ont su asseoir une réputation assez vite. C'est des gens aussi qui, par leur ancienneté, avaient leur propre réputation, et c'est vrai que leur nom a fait le tour de France. C'est la qualité du jeu surtout aussi. Hein. Oui, bien sûr. Ça joue beaucoup sur la réputation, parce que tu peux être néonate et ton nom peut circuler dans toute la France, en fait. Hein. Il suffit que tu joues bien. Ça, c'est l'un des trucs fous avec la Montagu. Vous voulez un premier Dark Secret ? Vas-y. La Montagu n'a jamais été Ancilla prétendante. Elle était même pas Ancilla. J'ai créé la Montagu en tant que nouvelle-née. Simplement, c'était que de la gueule. C'était pas caïtif, plutôt ? Non, mais non. et en fait, c'était juste au culot. Alors, la petite amourette avec Hugues Desarcy a peut-être joué, mais c'était du culot. C'était uniquement du culot. En fait, j'avais pas peur de perdre mon perso. Et du coup, je me permettais des trucs que j'aurais peut-être pas osé si j'étais en mode... Mais moi, en fait, ce que j'adore, c'est créer des persos. Et donc, à partir de là, je la perds, c'est pas grave, j'en fais un autre. Et en fait, mais j'ai enfoncé des portes que je n'imaginais même pas pouvoir enfoncer. Et quand les gens ont commencé à dire que j'étais Ancilla ou que j'étais Ancilla prétendante, j'allais pas dire non, je suis nouvelle-née. Je laissais faire. Et quand je me suis retrouvée marquise de Cholet, allez-y, nommez-moi marquise, bien sûr. mais non, la Montagu, c'était une simple nouvelle-née. C'était de mémoire une 12e. Et c'est tout. Simplement, y a du bagou, je pense. Ça joue. Ouais, la qualité du jeu, de toute manière, ça fait tout. Hein. Ça a plutôt bien marché parce que, à titre personnel, je suis pas sûr qu'on ait eu l'occasion de jouer ensemble, parce que finalement, moi, je suis resté en région parisienne. Par contre, le nom de la Montagu, je le connais. Voilà, la Montagu. Et c'est pas, et j'ai pas de dossier que j'ai pu entendre. C'est juste une aura de terreur et d'horreur, de beauté en même temps à la fois. Et pourtant, j'en sais rien. Aucune réalité là-dessous. Juste que ton nom a été tellement prononcé que tu es devenu une célébrité. Voilà. Elle serait ravie de t'entendre. Non, en fait, le seul credo que j'avais, c'est qu'on m'aime ou qu'on me déteste, qu'importe tant qu'on parle de moi. Et c'est ce qu'elle a suivi tout du long. Et ça a plutôt bien réussi. Mais elle n'a jamais été autre chose qu'une nouvelle-née, en fait. Ça démontre bien ce que tu disais, à savoir, il suffit de pas grand-chose et quelque part, les toréadors pensent à eux, puisque finalement, ton personnage était l'incarnation de celle qui veut faire parler d'elle. Parler des castes, finalement, peut-être que c'est là que se situe la caste. On sait que chez les toréadors, il y a les poseurs notamment, etc. Finalement, il y a ceux qui vont penser à leur image, ceux qui vont chercher à faire rayonner le clan et ceux qui le font pour l'art, quelque part. En trois traits saillants, on peut ainsi définir un toréador. Donc, plutôt poseuse. C'est clair. Mais pour en revenir à la qualité du jeu, par exemple, Vincent, toi, la première fois que j'ai vu ton Gangrel, j'avais plus l'impression de voir un toréador, en fait, si on reste dans les clichés du toréador. Et c'est pour ça que ça a bien matché, d'ailleurs, à ce niveau-là. Alors, en tant que joueur, j'ai souvent tendance à... J'étais en recherche de qualité. J'ai souvent tendance à faire des biclassés parce que j'ai envie de colorer mes personnages. Et effectivement, j'ai commencé par jouer un Gangrelador. Des billes tout court, non, plutôt. Non, pas vraiment. Tu es mon seul coup de cœur masculin. Et vous voulez un gros dossier à titre personnel. Coup de cœur. Je n'aime que les femmes. Mais effectivement, je crois qu'avec William, il y a un je ne sais quoi qui est passé que si j'avais été attiré par les hommes, c'est avec lui que j'aurais voulu. Voilà. Oh. Évidemment. Comme nous tous. Non, mais c'est une vraie déclaration d'amour. Je crois que je ne l'ai jamais dit en face, mais c'est vrai que si j'avais été attiré par les mecs, je pense qu'il aurait été l'incarnation à l'époque. Hein. Eh bien, tu aurais pu me la dire de dos, à défaut de me la dire écoute, en face. Je ne mange pas de ce pain-là. Ça aurait été tout aussi prolifique. Écoute, finalement, c'est ce qui s'est passé puisque je n'ai fait qu'asseoir
ton nom et ta réputation. En portant le nom de Morte-Rose. Et je te remercie encore. Et encore une fois, ça le mérite. Tu parlais de qualité de joueur, finalement, c'est uniquement de ça dont on parle. Dans ton jeu, il y avait quelque chose de brillant. Moi, je sais que j'ai été époustouflé ce jour-là, que j'avais un gangrel qui était plus social que la plupart, et que du coup, c'est peut-être pour ça que ça a matché. Il s'appelait Daniel, et finalement, c'était un peu mon Cohn-Bendit à moi. Je voulais faire justement le gangrel politicien. Je pense que un 14e ou un 15e génération, sans aucune prétention, habillé effectivement avec un veston, mais plutôt acheté chez Tati, que Daniel Cohn-Bendit n'aurait pas renié à l'époque. Et finalement, on avait rien pour se rencontrer à part cette fibre et quelque part finalement cette passion pour les nouveau-nés, du coup, si on reste dans le thème. On peut le dire, puisque pour reprendre l'histoire de l'Alex, avec donc mon second Morte-Rose, j'ai commencé au culot en tant que nouveau-né. Je n'avais rien pour moi. J'étais nouveau-né, je n'existais pas. Je débarque à la Société de la Rose à l'époque en annonçant que finalement je les protège depuis toujours, que je suis l'enfant de Tristan de Morte-Rose en l'espace alors que j'ai 30 ans d'existence à peine, je me retrouve à 30 ans, non, je mens, 130 ans, mais finalement un nouveau-né qui revendique très vite le rang d'Ancilla, celui de prétendant, qui au bout de 6 mois se voit décerner une lettre de François Villon, le nommant chambellan. Juste par ses actions et au culot. Donc il y a ascension fulgurante, chute très douloureuse derrière. Ça sera l'objet d'une autre conversation. C'est clair que Tristan de Morte-Rose, c'était quand même un personnage exceptionnel. Je veux dire, tu as quand même marqué beaucoup de gens, William. Et je veux dire, on entendait parler de lui, même à Nantes, alors que tu n'es jamais venu jouer à Nantes. Ouais, c'est vrai. Et pour les quelques parties qu'on a fait ensemble, c'était quand même du pur bonheur. Ah oui, alors donc merci à toi. Pour le coup, là, on s'est vraiment régalé tous ensemble en jeu. Franchement, ouais. Qu'on soit ennemi ou admis, c'était vraiment, pour le coup, c'était super en général. C'était vraiment top. C'était du vrai plaisir. Merci. Ouais, vraiment, un vrai plaisir de jouer. Après, j'ai le souvenir aussi d'avoir des noms de Morte-Rose qui arrivaient d'un peu partout en France aussi, sans que je connaisse qui que ce soit en fait. Et c'était toujours un peu, je me dis, mais merde, d'où ils sortent en fait. Là, j'ai pas de famille là-bas. Moi, je me souviens de Jérôme de Morte-Rose. T'avais, comment il s'appelait? Un mec qui jouait Jérôme de Morte-Rose. Ouais. Mais oui, c'était un de mes premiers nouveau-nés. Ouais. On a fait les photos avec lui, William. Non, alors lui, c'était pas Jérôme, lui, c'était Lucas de Monclèves. Et son vrai nom, c'était Jérôme. Ah, c'est ça, pardon, je comprends. Le personnage s'appelait Lucas de Monclèves. Il ne pas s'appeler de Morte-Rose parce que justement, il voulait briller lui aussi. Parce que là, c'était sympa aussi cette séance de photos noir et blanc. Ça avait été chouette. Oui, elles sont sur mon Facebook d'ailleurs encore. Ah ouais, c'était cool aussi. On voit mes crocs acérés mordre ton cou. C'est ça. Ah. Il s'en est passé des choses. Ça, ouais. On a quand même l'impression que Tristan de Morte-Rose, c'était quand même un peu toi. Alors, je voulais savoir quelle part de vous-même vous avez mis dans chacun de vos personnages. En fait, la création de Tristan, elle a été assez rapide. Elle s'est faite à l'œuf cube via notre ami en commun Olivier, qui te connaissait toi et qui connaissait Marc Hernandez. Et il cherchait un toréador qui a un petit côté artistique. Et moi, pour le coup, je peignais, je dessinais à l'époque, j'avais déjà des tableaux. Et d'ailleurs, j'en ai apporté quelques-uns durant les soirées, il me semble. Absolument. Et ça s'est fait comme ça. Et du coup, me dit, ah, tu peins, bah tiens, tu seras en Ancilla. À l'époque, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Je fais, ah, ok, super. Et puis, ça s'est fait comme ça, vraiment, à l'œuf cube. C'était assez cool. Donc, il y a cette partie artistique. Après, il y a... moi, j'aime bien aussi, j'aime bien taquiner, j'aime bien en rajouter, j'aime bien jouer là-dessus. C'est une partie de moi, c'est vrai. Bien sûr. Je suis pas à la hauteur de Grégoire encore, parce que Grégoire était très très bon aussi là-dessus, il faut dire ce qui est. C'est une super rencontre aussi, Grégoire. Tout autant que Jérôme, mais Jérôme était plus discret encore, parce que les peu de fois où je l'ai vu jouer, c'était François Villon, donc c'était au Conclave d'Orléans, il me semble, la première fois. Tu avais fait un match d'Alexandrin au Conclave d'Orléans. Avec des bourrimés, oui, tout à fait. Oui, je m'en souviens encore. Sacré truc, ça aussi. Oui. Il m'étonne de voir Monsieur de Pierrefonds
Être harpie en un soir où tout est de bon ton. Merveilleux. Ouais, c'était ça. Quelqu'un qui n'a pas révisé. Ah non, j'ai pas besoin parce que celui-là, j'étais obligé de l'apprendre pour le conclave. Alors, je vais me permettre une petite digression. Et pour la première fois, je vais poser la question à Jérôme. Jérôme, d'habitude, n'est pas interviewé, mais Jérôme, quelle part de toi y avait-il dans le cardinal Simon ? Alors, moi, je pense qu'à l'époque, j'avais pas encore... Quel âge on avait ? On avait 22, 23 ans, peut-être. Ouais. Ouais, donc on était des... Comment on appelle ça ? Des adolescents, en fait, finalement, en quelque sorte. Donc, la part de moi, je pense que c'est une période un peu charnière où je pense qu'en tant qu'adulte, j'étais pas encore complètement construit. Donc la part de moi, j'aurais du mal à te la donner avec le recul. Ça me paraît assez compliqué en fait. Ou alors il faudrait que je m'allonge, que je fasse un truc un peu bizarre, que je sois interrogé, tout ça. On est là pour ça. T'en prie, vas-y. Donc j'en sais rien. Alors je jouais à jeun, ça je me rappelle, c'est sûr, hein, contrairement à d'autres qui parfois buvaient un coup. Ouais. J'essayais toujours d'être digne, voilà, pour représenter mon cher un ami François, en fait, hein, toujours pour être son digne représentant sur Terre, en quelque sorte, enfin, à Versailles en tout cas, puisque mon objectif c'était quand même de faire en sorte que le clan Toréador, soit à peu près respecté. Voilà, donc j'essayais de jouer un personnage assez sérieux, mais la part de moi, peut-être que c'était ça à l'époque, ou peut-être que j'essayais de devenir quelqu'un de sérieux, ce que je n'ai pas du tout réussi à faire 25 ans plus tard finalement, puisque je passe mes journées à dire de la merde. C'est un autre problème, hein, c'est peut-être neurologique, je ne sais pas. Voilà, donc je ne peux pas répondre à ta question, Vincent, je suis désolé, je suis confus. Non, tu as très bien répondu. Ah bon. Ouais, moi, je trouve pas, mais bon. Alexandra, c'était pas ton seul personnage. C'était pas mon seul personnage et surtout ce n'était pas mon premier, parce que si je me réfère à ce qu'a dit Forrest dans un épisode, mon premier personnage c'était Chilpera Giovanni, et donc en fait j'avais joué l'antithèse de moi, à savoir que c'était un personnage Giovanni qui ne souriait jamais. Oui, je me souviens. Et moi qui suis plutôt du coup à rire, à sourire, etc., j'avais décidé en fait de jouer un perso qui était complètement à l'opposé. Et du coup, la Montagu est arrivée après. Et je pense que la seule chose que j'ai mis dans la Montagu, c'était un peu mon côté justement extravagant et culotté. Je pense que c'est cette partie-là de moi que j'ai mis dedans. Séductrice. Surtout à l'époque, on pouvait se le permettre un peu plus qu'aujourd'hui, avec les années qui ont passé. Mais voilà, je pense que c'était... Mais c'était pas mon premier. Oui, c'est ça. Oui, la donne est différente, tout à fait. Et c'est clair que j'ai joué pas mal de persos. Ouais. J'ai joué presque tous les clans, je crois, à part Trémère. Et j'ai même joué Sétite. Ouais. Il n'a pas joué Sétite. Moi, j'ai joué Sétite en antago aussi. Ouais. Mon premier toréador, avant d'interpréter Armand de Mortereau, s'appelait Éric Valien. Je jouais à la cité d'Issy Moulineaux et c'était un apôtre des Sétites. Il n'était pas Sétite lui-même, mais... un disciple de Seth. Ouais. Bravo. Bah, écoute, hein. Je ne te félicite pas. C'était un antago pour les besoins du conte. Non, faut pas juger. Voilà. Et quelle part de toi y avait-il dans cet antago, ou dans Daniel, ou dans Armand ? Alors, quand j'ai déchiré la feuille de cet antago, tous les ans dans la Cité 10, ils faisaient une remise de diplôme, et cette année, j'ai eu en prix une boîte de crayons et une pile de fiches de personnages parce que j'avais été le plus gros consommateur. Je crois que j'ai osé faire un Trémère qui avait vendu les secrets de la thaumaturgie pour apprendre l'animalisme. Donc il a été déchiré très vite. Enfin bon, pour en revenir à la question proprement parler, donc j'ai eu beaucoup de personnages, je sais pas duquel il faut parler. Une chose est certaine, moi en tant qu'interprète, je mets toujours une part de moi. Et si on prend l'éventail entre Daniel Mortereau, que j'ai joué dans les années 98, 9, et Armand de Mortereau, que j'ai joué 15 ans plus tard, c'est deux facettes de moi à des stades différents. On met toujours de soi et parfois on joue l'opposé de soi-même. Et c'est vrai qu'il y avait une recherche de jeunesse avec des revendications. Je pense bien que j'étais végétarien à l'époque encore. Et donc, le grand grec végétarien, c'est toute une... Vraiment végétarien ? J'ai été végétarien pendant 11 ans, oui. Et à l'époque, je pense que je l'étais. Non, mais voilà, c'est des petits repères quand on est un jeu de con qui permettent de se rappeler qui à l'époque on était.
Oui, non, mais 42 ans aujourd'hui. À l'époque, j'en avais 20. À 20 ans, je jouais Daniel Mortorose, étudiant et cherchant une vérité politique capable d'expliquer aux anciens qu'ils n'étaient pas les plus dignes de nous représenter, jouant finalement l'outrage politique, un peu à la Mortorose. Et puis, 20 ans plus tard, j'ai joué le fils de son père qui cherche à se faire un nom. Donc, il y a toujours une part de soi en adéquation ou en opposition. Moi, j'ai quand même plus de Bertrand de Valois quand même que de Villon. Alors déjà, Bertrand Valois, il n'avait pas de particules, justement. Après m'avoir rencontré ici. Moi, je mets des particules partout. Est-ce qu'on est capable d'estimer l'ampleur de la pandémie mortorose à l'époque de la Camarilla? Combien de mortoroses il y a eu? Parce que finalement, mortorose, c'est toi, mais c'est aussi un concept, à savoir celui d'une lignée. C'est un concept. Un concept. Voilà. Ouais. Parce que, en fait, avec la création de la Fédération Camarilla française, on a fait des assistants compteurs nationaux et on a créé des lignages. Et de fait, on a commencé à essaimer à droite à gauche des enfants de personnages ancilla qui étaient plus ou moins représentatifs dans chacune des cités. Et forcément, on a dit, on a un ancilla toréador à Paris, ce serait intéressant qu'il ait des enfants, au moins quelques-uns, à travers la France. Et autant la majorité des enfants d'autres clans ne portaient pas le nom, Tristan avait une velléité de paternité qui faisait qu'il fallait que ses enfants portent son nom. C'est ça. Problème de reconnaissance. Tu veux qu'on On en sait parle pour qui je vais voter. Et donc c'est un acte, c'est une création volontaire des assistants compteurs nationaux pour créer de l'unité au sein du clan, tout comme on l'a fait pour d'autres clans. Les Ventrous l'ont bien précisé quand ils ont fait leur émission. Donc après, à savoir combien il y en avait. Et moi, j'avais dû me battre contre ça. Moi, j'avais dû me battre parce qu'il était hors de question que la Montagu est un enfant, parce que dans son background, il était très clairement expliqué qu'elle n'avait pas du tout apprécié son étreinte, et qu'il était hors de question pour elle de faire subir ça à quelqu'un d'autre, et que donc elle ne voulait pas d'enfant. Et plusieurs fois, j'ai dû lutter pour faire respecter ça, parce que c'était complètement à l'encontre du personnage. Mais il y en avait plusieurs pourtant. Non, hein. Il n'y en a eu qu'un réellement. Qui était un joueur d'Angers de mémoire, mais c'est tout. Et c'était sur la fin. J'allais arrêter mon perso. On avait commencé à voir ça avec Stéphane à Nantes, etc. Donc j'ai un peu lâché l'affaire sur la fin. Bon, j'ai arrêté de me battre. J'allais plus être là, donc voilà. Mais c'était juste pas cohérent. J'aimais bien quand même conserver la cohérence d'un background. Mon background, il faisait 10 pages. Hein. J'avais bossé mon truc. Et donc, il y avait un profil psychologique de la Montagu dedans. Et voilà. Moi, le concept est arrivé vraiment par hasard. C'était vraiment... lié à 2, j'ai mis, tu auras la particule 2, Mortorose. Puis c'était réglé, quoi. C'était vraiment arrivé... C'était en fonction du niveau de lien de sang. Ouais, c'est ça. La particule. C'est ça. 2 pour 2. Oui. Lié à 2 Mortorose. C'était tout simple. Hein. Je suis artiste, hein. Je suis pas prof de maths, ok. C'est génial. Ouais, c'était ça, c'était vraiment ça en plus. Hein. C'était vraiment ça, je m'en souviens très bien. D'où le Daniel Mortorose. Bon, alors à vous entendre, c'était facile de jouer Toréador en fait. Si le prince était là, vous aviez l'hégémonie, finalement, pas grand-chose à faire pour essayer de conquérir le pouvoir, contrairement aux Ventrous qui ont galéré pendant des années. Donc en gros, il fallait le garder, surtout le pouvoir. Attends, fallait prouver qu'on était à la hauteur. Tu rigoles ou quoi? Ah ouais. C'est pas facile. Vous étiez vraiment en danger? Ouais, on était sans arrêt remis en cause. Les Ventrous, c'était infernal. Attends, on était les tapettes, les on Ventrous, était les pots de fleurs, on était tout ça. Et à chaque fois, il fallait prouver que non, on avait notre place. Ah si, on en a bien chié, je peux t'assurer. Il fallait bien choisir ses caractéristiques. Présence, tu peux l'avoir de base. Ah oui, sans le mettre dans ta fiche. Et puis c'est pour ça que tu crées des alliances comme ça. Hein. Comment tu crois que je m'en suis arrivée à fricoter avec les Ventrous et avec les gangrels? Il fallait rester en place. T'as fricoté avec les Ventrous, mais t'as vraiment attends, pas de race. Excuse-moi, des arcis quand même. En plus, le pire. Donc il y avait du challenge quand même, c'est ce que vous essayez de dire. C'est-à-dire que vous n'arriviez pas... Ouais, il y avait quand même du challenge. Et puis, Villon nous laissait pas forcément tranquille. On avait
enfin moi perso, en tout cas, j'avais des petites missions, on va dire, ou des ordres, notamment le sauvetage de Maeva, l'alliance avec la Sombre Francie, C'est vrai. toutes ces choses, parce que j'ai été ambassadeur de la Sombre France pendant tout le temps Mhm. quasiment, et c'était Mhm. pas rien, hein, la Sombre Francie. N'est-ce pas, Damien? On t'a bien accueilli. Oui, très bien accueilli. Nathanaël surtout, merci. Cerbère aussi, merci. Une grande famille, les Nosferatu. Oui. Et tu vois, là encore, c'est un truc qu'on voyait pas d'où on était, nous. Et finalement, je me rends compte que j'ai peut-être pas beaucoup joué à Paris. Tu vois, la Sombre Francie, bah oui, ok, d'accord, mais alors, c'est loin, quoi. Ah putain, non, c'est pas loin, c'est juste en dessous. Oh. Moi, je recevais éventuellement des missions de l'Acte l'Oise, mais c'était pour de la politique nantaise, en fait, où éventuellement il y avait des trucs avec Charles d'Orléans à Orléans quand j'y allais. Mais c'est vrai qu'il y avait pas ce truc dont tu parles, descendant vraiment du prince, quoi. En revanche, il fallait se batailler pour rester là où on était. Nous, on avait des petites missions suicides aussi, hein, dans le genre, aller dans tel Élyséeum et vous allez casser du ventrou, socialement, Ouais, hein, pas physiquement. C'est pas mal, hein. Je confirme qu'il y avait du challenge et qu'à Paris en particulier, justement, tu te dois de faire briller les toréadors. Tu n'as pas le droit, t'as encore moins le droit à l'erreur, je dirais, et moins le droit d'insulter ton prince. Et quand tu débarques dans une cité à Paris où le clan toréador est éteint et où le marquis n'est pas forcément toréador, tu te dois de faire quelque chose. Tu te dois finalement de te battre pour l'hégémonie. Parce que si tu perds Paris, tu perds tout. Ouais. Donc il y a cette pression supplémentaire, un peu parisienne, hein, je l'avoue, et effectivement qui fait que quand tu es sur Paris, t'as 2 fois plus de pression. Je vous interromps puisque un 4e membre du clan de la Rose vient de nous rejoindre. Antoine, bonjour Antoine. Saurais-tu te présenter à nous pour ceux qui ne te connaissent pas? Qui es-tu? Qui as-tu joué? Salut à tous. Alors, je crois que c'est Nicolas Milesi qui nous avait connectés. Absolument. Et je me suis demandé en fait pourquoi au départ, et il avait fait ça sur le thème du clan Toréador, parce que finalement j'ai fait pas mal de choses, mais ça n'a pas été, on va dire, l'intégralité de ma carrière à la Camarilla. Mais ouais, alors qu'est-ce que j'ai fait au départ? Un joueur Toréador qui avait fait un peu de la guitare pendant les soirées. Je me souviens notamment un bal avec l'Alex, hein, c'est ça. Et puis après ça, je dirais que je suis passé un petit peu en backstage pour mettre en scène plus les scènes qui se jouaient, aider à l'organisation de bal Toréador dans ma région, autour d'Annecy, Lyon, tout ça, Grenoble. Faire plein de parties mémorables, bien sûr, avec Nicolas Milesi, Benjamin Mangel et puis quelques autres. Grégoire, qui pour moi, que tu as accueilli, j'ai pas encore écouté l'émission, dont je sais qu'elle est forcément culte, qui a été pour moi un modèle de jeu Toréador. Et donc voilà, je me suis aussi occupé notamment d'un truc qui était un petit peu un gros chantier de mon époque. Moi, j'ai commencé en 98, 99, 2000. Au moment un peu de la fondation de la Fédé en 2000 à Lyon. Et puis, je suis allé jusqu'à co-organiser la partie nationale de Melun, le conclave de Melun, où le challenge Toréador consistait à faire apparaître la Justicard Toréador Johanna Mathias, qui avait un très très fort score dans ses caractéristiques, voilà, en présence et compagnie, et le rendre en théâtre, c'était un petit peu le challenge. Donc, je m'étais occupé de la mise en scène de tout ça, son et lumière, etc. Voilà, pour de très bons souvenirs. Alors, ton implication dans le clan Toréador a largement dépassé ton interprétation en réalité. Oui, après, je me suis occupé effectivement plus de l'aspect mise en scène. Et puis, voilà, c'était quelque chose qui m'intéressait un peu plus que le reste. J'étais pas tellement joueur, mais j'étais plus dans le domaine de l'interprétation et puis voilà, de la création. C'est intéressant d'avoir ton feedback là-dessus. Donc tu as joué avec l'Alex et tu avais joué avec Vincent et William ou pas? Alors, moi, je me souviens, je crois, de William, mais seulement à travers nos antédiluviennes mailing list Yahoo.
Je pense que je voyais passer des scuds et des messages qui devaient impliquer les personnages concernés. Mais je ne sais pas si on s'est vraiment croisés en partie, c'est peut-être. Je sais pas du tout, je pense pas, mais j'ai pas beaucoup bougé, moi, en France. Je préférais qu'on vienne à moi. Présence 3. C'est ça. Non, je crois que le plus loin où je suis allé, j'ai dû faire une partie à Angers, une à Orléans, et sinon ça restait vraiment en région parisienne, hein, de manière générale. Versailles, évidemment, pour le cardinal Simon, chez Vincent aussi, c'était très très bien. De bons souvenirs, mais je ne pense pas être allé plus loin en fait. Mais oui, c'est possible sur les forums Yahoo ou les mails, ouais, ça envoyé des scuds, comme tu disais. J'ai mes archives sous les yeux, là. Je vois beaucoup, beaucoup de lettres manuscrites. Je sais que vous avez beaucoup écrit, surtout au sein du clan Toréador. Et donc, vous avez vié beaucoup de jeux entre les parties au sein du clan? Oui, quand même. Ouais. Enfin, moi, avec sur Paris, oui. Jeux épistolaires, ouais, beaucoup de jeux par lettres. Alors manuscrits, pas moi, Oui. mais c'est vrai que je suis retourné dans les archives tout à l'heure. C'est des échanges incessants en fait. Oui, parce qu'après, il y a eu le net aussi qui a pris la relève. Donc, mais oui, il y a eu d'abord manuscrite et ensuite que ça soit. Il y a eu un moment, un chat aussi, je crois, sur Caramel, un truc comme ça. Oh oui. Il y a eu des chats. Je sais pas quoi, il y a eu des échanges comme C'est ça. possible, ouais. Puisque moi, je sais que j'ai fait la connaissance de certains Angevins et Nantais, en fait, par le biais du net, avant de quitter Paris et d'aller vivre à Nantes. Souvent, ça se faisait d'abord sur le net. C'est vrai que moi, j'ai pas mal bougé. Parce que, je suis allée un peu partout. En fait, je travaillais chez moi pendant la semaine et le week-end. Je pense qu'il y a eu une époque de ma vie où quasiment tous les week-ends, en fait, j'allais jouer quelque part. Ouais, tous les week-ends, il y avait moyen de jouer en région parisienne tous les week-ends. À Paris, en fait, partout en France, si tu voulais bouger, tu pouvais en fait trouver. Et je me souviens même et Steve en parle sur l'émission Gangrel, de la fois où il avait fini à Nantes ou Angers, je sais plus quoi, et qu'il avait pris le camion et roulé jusqu'à Orléans. Et moi, je me souviens avec Denis qu'on a fait la même chose. On avait fini une partie à Paris et on était parti finir la soirée à Orléans, un truc comme ça. Enfin, il y a eu des fois des trucs un peu dingues. Quand tu y penses aujourd'hui, tu te dis mais qu'à l'époque, on avait moins besoin d'heures de sommeil. C'est une évidence. Pour certains, les choses n'ont pas changé, mais on vieillit quand même. Et oui, il y avait possibilité de jouer tout le temps, que ce soit en région parisienne ou ailleurs. C'est d'ailleurs une des forces de la CAMA. C'est vrai que si on est là, c'est pas par hasard, c'est parce qu'on est aussi un peu nostalgique de cette jeunesse. Et de ce rythme de jeu qu'on ne connaît plus aujourd'hui. D'ailleurs, Parlez pour vous. Parlez pour vous. Nostalgique, je sais pas. Ravi d'avoir vécu tout ça, c'est clair. Oui. Des souvenirs je pense que la nuit serait trop courte pour raconter tout ce qu'on pourrait raconter. Après, je suis hyper heureuse d'avoir vécu ça, mais je suis pas sûre de... la preuve, je suis pas venue à la partie les 20 ans après. Ça, c'était mon seul regret, ça, de ne pas avoir pu venir, ouais. On t'avait invité. Non, vous m'avez invité, vous avez envoyé du monde pour m'inviter. Pareil, William. Hein. Ouais. Mais William aussi. Hein. Ouais, j'étais invité, mais... mais pour moi, en fait, la page était tournée, mais j'avais pas envie de ressortir la Montagu. Pour moi, elle était morte. Je comprends. Et enterrée, c'était terminé. Et je craignais d'arriver avec des envies ou des attentes. Et d'être déçu. Qui n'auraient pas pu être satisfaites parce que le temps a passé, on n'est plus les mêmes, on n'a plus la même... faire un truc avec un nouveau perso, pourquoi pas, ça pourrait être fun. Mais retrouver évidemment les gens avec qui j'ai eu plaisir à jouer, n'en parlons pas. Mais c'est vrai que ressortir de la naphtaline, la Montagu et sa cravache, non. Et William, toi, t'as pas voulu venir? Je me rappelle plus. Non, j'ai pas pu, moi, venir. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'on a buté ton perso. Oui, c'est ça, ouais. C'est comme ça que ça se passe entre amis. Tu loupes un anniversaire, on te bute. C'est comme ça que ça se passe. Je vais te confesser un truc, William. Moi, j'aurais adoré que tu viennes, bien sûr. Je t'ai proposé 1000 fois que tu viennes. Oui. J'étais très très déçu que tu viennes pas, bien évidemment, parce que j'étais convaincu de la qualité de ce qu'on allait proposer. Donc j'étais déçu que tu viennes pas. Et c'est vraiment de rage
que j'ai buté ton perso. Vraiment un enfoiré, vraiment. Moi, j'ai fait tout un travail de séduction pour qu'il vienne, et cet animal, il n'est pas venu. J'en ai d'ailleurs plein de regrets, puisque j'ai joué pendant quelques années à Armand de Morterose sur les retours de la Camarilla française à la Société de la Rose, et un de mes grands regrets, c'est que j'ai jamais interprété Armand en compagnie de Tristan. On n'a jamais eu On n'a pas joué on a joué ensemble. ensemble, mais je ne jouais pas ce personnage. Il était sorti du game à ce moment-là. Il était devenu, enfin bon, peu importe. Mais non, j'ai pas eu cet honneur. On a joué autrement. Ça restera un fantasme inassouvi. On va se faire une petite soirée, t'inquiète pas, Ah, Vincent. tu m'avais fait une promesse le jour de feu mon mariage. Tu m'avais dit, je t'accorderai du temps. Je t'attends. Écoute, je t'invite. Voilà, tu viens quand tu C'est veux. vrai. Oui, mais tu n'es plus marié, donc Voilà, bon, ça change tout. Alors, redonnons la parole quand même à Antoine, qui a peu parlé. Antoine, que jouais-tu? Quel était ton torador? Écoute, moi, mon torador s'appelait Ludwig de Mortelune au départ. Après, vous avez peut-être connu aussi ma compagne de l'époque qui s'appelait Audrey, et elle, c'était Ilina Engels. On était potes avec Lalek, avec un C, qui elle-même jouait une ancienne torador qui s'appelait je ne sais plus comment. Et puis, moi, je m'étais occupé d'un grand scénario où je tirais les ficelles à partir d'un très grand ancien Saint-François de Sales qu'on avait vampirisé à Annecy, qui n'a jamais été interprété. Mais voilà, c'était un petit peu mon travail d'écriture à travers ce personnage légendaire. Voilà, en gros. Et puis après, voilà, Johanna Mathias, la Justicard que j'avais fait, que j'avais animé avec. Tu étais dans l'ombre de Johanna Mathias. Des stroboscopes et puis des effets de voix enregistrés parce que on n'avait pas envie de prendre le risque d'une interprétation ratée. C'est des précautions qui ont été prises après l'épisode Grégoire. Vous avez entendu, et que tu découvriras, Antoine. Ah oui, avec plaisir, parce que moi, Grégoire, c'était vraiment mon modèle, quoi. C'est-à-dire que j'ai souvenir d'arriver à la Camarilla, j'avais 16-17 ans, parce qu'avant la Fédé, on jouait même mineur, tu vois, à Annecy, au 98, je crois. Et ouais, j'ai dû voir Grégoire, je pense, pour la première fois en 99, en cuir, ouais, tout en latex, avec un masque rose fluo de carnaval pittoresque. Et puis, je sais pas, tu vois, je découvrais la Camarilla dans une cave avec Grégoire qui faisait le show. Et je me disais, mais putain, c'est quoi ce truc, quoi? Flo, tu l'écris comment? Ces gars sont extraordinaires, quoi. Et ouais, il m'a vraiment donné envie de jouer. Après, est-ce que, ouais, c'était une certaine forme de tard toréador, mais c'était vraiment génial. Enfin, je sais pas si tout le monde l'a connu ici ou pas. Oui. Oui, très bien. Oui. Pas moi. C'était vraiment génial, quoi. Ah, c'était quelque chose. Mais Vincent, tu l'as vu au dernier conclave. Et tu as dû le rencontrer, Vincent, Grégoire. Richard d'Aquitaine, tu étais au dernier conclave. Ah, oui, au dernier conclave. Oui, c'est vrai que je remontais. Le dernier conclave, c'est encore autre chose. Hein. Non, tu l'as vu puisque c'est lui qui a terminé Prince de France. Ah, bah voilà. Je regrette aussi de ne pas être venu à ce grand projet dont j'avais entendu parler aussi. Alors, si ça se termine comme ça, c'était forcément une excellente soirée, je pense. C'est donc lui. Est-ce que ton personnage était réellement un méchant? Non. Bah voilà. Mais vraiment pas. Eh ouais. Et la Montagu, c'est pareil. Je pense qu'en fait, le vrai secret des taurés, c'est qu'ils n'étaient pas méchants. Je suis assez d'accord. Ouais. Sauf avec les Ventrous, quand même. Fallait pas déconner. Ah, tu rigoles, moi je couchais avec. C'est méchant. Non, franchement, non, j'étais pas spécialement méchant. Même au point de vue du conte, vous n'avez pas vu forcément des coups vicieux ou ce genre de choses, quoi. C'était pas trop tordu. Je te pose la question officiellement, même si pour toi, William, je connais les réponses. Mais est-ce que vous aviez des dark secrets maintenant vraiment à balancer? Historique dans votre background ou en jeu Historique dans notre background. Historique dans le background. À part qu'elle a pas du tout aimé être étreinte et qu'elle détestait son cire. Je sais que je descends de Bertrand Valois. À part ça, bon, mon aura était pas forcément des plus claires. Ah. C'est le cas de beaucoup d'entre nous. Hein. Non.
Protéane, bah ouais. Bon, c'était un City Gangrel avec Sherlock à la Nouvelle-Orléans. C'était pas de chance. Pendant tes années de jeu, t'as buté des mecs, Franchement, non, pas tant que ça. J'ai pas le souvenir d'avoir pratiqué la marrante à tour de bras. Pas à tour de bras. J'ai été contacté par le sabbat. Bon, les anarques, j'avais un petit peu ça dans le sang, du coup, c'était pas. Mais franchement, ça y est. Mais le sabbat, ils m'ont contacté, je savais pas que c'était le sabbat. Ils disent tout ça. Je savais pas. En fait, c'était à l'époque de. Je crois qu'il y avait Hakim, Greg de Love Cube, et il avait un vrai plot sabbatique et il butait à tour de bras. Il y avait Eric Lam qui était joué par Patrick, ouais. par Patrick. Et c'est d'ailleurs eux qui sont venus me contacter. Et eux, c'était un bon groupe de sabbatique. Et ils butaient. Soit ils te disaient de venir et tu disais oui. Et si tu disais non, forcément, ils butaient. Donc tu sais. Et moi, ils m'ont posé la question d'une manière plus diplomatique. Tu penses quoi des anarques, du sabbat, tout ça? Je dis, oh, bon, j'ai rien contre eux, ça va, quoi. Mais... Et du coup, ils m'ont laissé tranquille et ils m'ont pas buté, du coup. Et j'étais tout jeune joueur à l'époque, c'était vraiment tout au début. Mais après, en Dark Secret, non, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées en Sombre France. J'avais quand même un lien particulier avec Guillaume de Salluste, il faut dire ce qui est. Il y a beaucoup de gens qui avaient des liens avec Guillaume de Salluste. Il n'en a pas. Ouais, merci Nathanaël. Après, avec l'ancien Trémère qui était joué par Fred aussi. J'étais très bien avec les anciens en fait. Enfin, j'avais l'impression d'être très bien avec les anciens. Lèche-cul, quoi. Toréador, quoi. C'est pas du tout ça. J'étais un bon ambassadeur. Mais en Dark Secret, Chimérie, ça a été compliqué. Mais non, ça se gère, Chimérie, ça se gère, ça se transmet même. Ah, en France, Chimérie, c'est pratiquement une discipline toréador. Mais Maëva, elle a pas aimé. Maëva, toréador ou pas toréador? Ça se discute, ça se discute. Oui, il faut savoir que, à titre personnel, quand j'ai construit le personnage Armand de Morterose, je disais tout à l'heure que mon gangrel était un peu un gangrelador, donc mi-gangrel, mi-toréador. Pour ce qui est d'Armand de Morterose, je l'avais construit autour de l'histoire d'amour entre François Villon et Maëva. Et donc, c'était un toréador, un toréavnos, amoureux lui-même d'une ravnos du nom d'Esmeralda. Et oui, moi aussi, j'ai fait dans les classiques. Voilà, et qui avait Chimérie. Donc, c'était pas un Dark Secret. Dark Secret non plus, pas véritablement, puisqu'au final tout le monde l'a su, mais je jouais l'enfant de Tristan de Morterose. Je venais d'être nommé au poste de chambellan par François Villon au sein de la Cité de Paris, donc un signe honneur, et une lune plus tard, je me retrouve contaminé par le mal rouge qui avait ressurgi à l'époque au sein de la Société de la Rose. Et je me retrouve à devoir plier le genou devant le sabbat, ce qui met très très mal à l'aise. Et c'est là que j'ai renoué des liens à l'époque avec Guillaume de Salluste. Donc j'étais chambellan de François Villon, contaminé avec du coup des suspicions d'accointance avec le sabbat, et je décide d'aller voir Guillaume de Salluste, et en gros je lui explique que je souhaite m'infiltrer au sein du sabbat. Je plie le genou devant lui, je lui explique que a priori il y a des risques que je puisse être un agent, donc je procède par lettre chimérique pour qu'il me lise sans que personne ne puisse m'entendre, et j'infiltre le sabbat. Donc je fais ressurgir la personnalité de mon enfant, qui était un certain Armand de Malécueil, qui était une insigne horreur, qui était censé être mort. Je dis bien censé, puisqu'en réalité, dans le passé du personnage, le personnage que je jouais était mort. Armand de Morterose était mort, diablé par son propre enfant qui avait pris sa place, sauf que la personnalité du sire l'avait emporté. Et donc je décide d'aller voir Guillaume de Salluste avec ses lourds passés, quelque part, d'être un diaboliste, de n'être pas celui que je prétends, d'être contaminé par le mal rouge, en lui disant je veux aller infiltrer le sabbat. En gros, on fait l'opération Valkyrie, donc cette opération qui visait à assassiner Hitler, et on fait croire que je souhaite assassiner François Villon. Et donc je me retrouve infiltré au sein du sabbat, à être honni et banni par l'ensemble de mon clan, déchu de toutes mes fonctions, avec Guillaume Salluste comme seul finalement garant de ma légitimité. En gros, je suis un agent infiltré, et il y a que M qui est au courant, quoi. Je me souviens très bien.
Peut-être la mort de Tearcy, par contre, sa première mort, mais qui n'a pas été validée apparemment. Il est mort combien de fois? Je sais pas, je crois que La mort de Arcy. on a tenté à Il ça. y a une fois où il est censé être mort et ça a été annulé par les compteurs ou un truc Où comme ça. il je sais est plus quoi. censé être mort, parce que plus ou moins au courant de l'histoire, et je m'attendais à ce qu'il meure, quoi, le Ouais. dauphin de France. Moi, je me souviens C'était du complot. avec Maëva, il y avait Mathias Damiot, et puis Ocris aussi était dans le coup. Hein. C'est vrai. En réalité, alors on peut vous en parler, hein, puisque les Dark Secrets, ils vont venir un petit peu de nous aussi. Alors, je me souviens très très bien, ça s'est passé à Nomade. Oui. Je vous le raconte avec des souvenirs d'autant plus frais que je suis allé à Nomade en pèlerinage ce week-end. Oh. Bien. Et effectivement, il y a eu une scène qui a dérapé, ou plutôt qui est sortie du contrôle du compte national. Le problème, c'est que Raphaël jouait beaucoup, comme nous tous. Hein. Il jouait très souvent, et il jouait très souvent à Paris et à Grenoble, puisque c'était un antago qui était mixte. Le problème, c'est que quand il jouait à Paris, il n'avait pas les compteurs de Grenoble derrière lui. Et il était au milieu d'antagonistes qui étaient potentiellement beaucoup plus puissants que lui. Et comme il était détesté à Paris, de fait, hein, il était complètement hors de son domaine. C'est-à-dire que quand il était à Grenoble, voilà, c'était le dauphin de France. Mais quand il était à Paris, c'était l'usurpateur. Et à force de venir, au bout d'un moment est arrivé ce qui devait arriver, et il s'est pris 4 anciens sur la tête. 4 anciens qui étaient briefés. On n'est pas à l'abri de boulettes faites par des anciens, comme Grégoire nous l'a prouvé. Et on se retrouve avec 4 anciens de Paris. On se retrouve avec 4 anciens de Paris qui cornerisent Hugues des Arcis dans un coin et qui le sèchent. Mais il n'y avait rien à faire, parce qu'en plus, Hugues des Arcis, il était en Scylla, en phase de récupération de ses pouvoirs. Il se retrouve face à un ancien Trémère, Maëva, ancienne Ravnos, voilà, un ancien Toréador. Et là, le comte dit, en fait, non, on a beaucoup trop misé sur ce personnage-là, ça va être compliqué. Vu qu'il a été buté par des antagonistes, on se réserve le droit de modérer, peut-être pas d'annuler, mais de modérer. Ouais, je l'ai vu mourir. Ce qui a été sympa, c'est que ça a donné des suites ailleurs, parce que le temps qu'il y ait ce flou, Bien moi, sûr. j'ai porté le deuil avec la Montagu. Oui, puisque Hugues des Arcis génial. était son amant officiel. Et du coup, je suis arrivée en partie, il y a eu une partie peu de temps après, tout en noir avec la voilette, etc., machin, et pleurant la mort de mon amant, quoi. Et au final, après rétropédalage, là, tu fais, comment je vais jouer ça? Bon, on a géré. Et toi, Antoine, comment tu joues un Toréador dans cette région-là, quand c'est Hugues des Arcis qui est au pouvoir? J'ai pas souvenir d'avoir fait beaucoup de parties avec mon personnage. J'ai assez vite fait du compte, en fait, pendant que Hugues des Arcis était là. Moi, je me rappelle que Raphaël jouait un personnage qui était hyper crédible. C'était super chouette, il avait un joli costume et tout. Et puis, c'était généralement le cas de tous les antagonistes de Grenoble. Hein. Donc, qui dit antagoniste super chouette, dit joueur censé faire gaffe, parce que on sentait qu'il y avait un véritable risque social. Et ça, c'était intéressant, parce que voilà, c'était pas à la cool, quoi. C'était un jeu à la dure. T'étais peut-être plus en danger, finalement, que tes camarades d'Île-de-France. Encore une fois, j'ai pas assez fait en tant que joueur pour expérimenter le truc, mais c'est sûr que c'était quelque chose, quoi, avec les exercices, et puis avec tout le folklore autour. Hein. Il y avait quand même plein d'anciens aussi à Grenoble qui fonctionnaient avec lui, et ça rigolait pas, quoi. Mm-hmm. Moi, j'étais plus... en fait, j'ai joué plutôt de son côté, parce que je jouais le bras droit de Sacha Pavel, qui était un autre prince, le prince à Lyon, Ventroux aussi. J'ai plus fait le méchant Ventroux qui traumatisait les Toréadors, en définitive, Bravo. que l'opprimé. Et pour parler des Arcis et des Dark Secrets, j'aurais fait courir un paquet de Ventroux avec l'histoire du bijou. En fait, c'était 2 signes noirs face à face avec un soi-disant rubis au milieu. Et donc, en jeu, officiellement, c'était un gage de son amour qu'il m'avait offert. Et en fait, pendant plusieurs années, il y a des Ventroux qui m'ont couru après parce qu'ils étaient persuadés que c'était un des fameux objets de pouvoir. Ah, les fameux. Le 5e.
Donc j'ai fait croire à un paquet de ventrous, qui du coup était au petit soin avec moi, que oui, je détenais un des objets de pouvoir ventrous que Hugues Desarcis m'avait offert. Et il y a une partie natio comme ça, où je suis arrivée avec ma broche pour bien l'exhiber, bien la montrer à tout le monde. Et une des pistes suivies par les ventrous, quand la Montagu a été tuée, c'était que j'avais été tuée pour l'objet de pouvoir. Alors en fait, c'était juste un bijou qui n'avait rien de spécial. J'ai toujours la bague de Armand de Morterose qu'il m'a offert. D'accord. Alors, en parlant d'objets de pouvoir, moi j'en ai un devant moi qui était éminemment symbolique pour mon personnage, puisqu'il m'a beaucoup fait courir. Il était le symbole de mon amitié, de ma gémellité, de mon opposition avec le mat, interprété par Renard de Maupertuis, la Cité de Paris et la Société de la Rose, qui est devenu à mon grand dame le marquis de la Cité pour son plus grand bien. Et donc il m'avait fait courir pendant un petit éon en me faisant croire qu'il s'agissait du bâton. Voilà, c'est Rosse Coquin que je tiens toujours entre les mains, qui est la canne que le mat a offert à mon personnage. Et voilà, donc des objets de pouvoir, ils ont le pouvoir qu'on leur accorde. Et c'est vrai qu'on en a vu passer beaucoup. On en a vu passer beaucoup. C'est à cause de gens comme vous qu'on a galéré avec Jérôme quand on a écrit le dernier conclave pour recomposer ce qu'étaient véritablement les objets de pouvoir. Parce que des histoires, on en avait beaucoup plus que... la coupe, le bâton, l'épée et le denier, mais c'est vrai qu'on les a tellement vus passer que c'est devenu... Les coupes, les bâtons, les épées, les deniers. Sauf que pour beaucoup alors de ce que j'ai compris, pour beaucoup de joueurs, ils ne savaient pas exactement à quoi correspondaient les objets de pouvoir. Sincèrement, une broche avec 2 signes qui se font face à face, ça ressemble en rien aux 4 objets dont tu parles. Et en fait, il y en a qui, pour eux, objet de pouvoir, c'est un objet, mais alors lequel ? Enfin, je veux dire, c'est comme dans Kaamelott, le Graal, c'est un vase incandescent, quoi. Il y a un moment où il y avait des joueurs qui ne savaient pas ce que c'était, donc ils couraient après des pistes sans aller plus loin que la portée, la signification ou que sais-je, quoi. Ça, c'était Alors ça, effectivement, c'est une intrigue qui remonte, je pense, à fin 94, début 95, où quand on a commencé à jouer, les objets de pouvoir, c'était vraiment très mis en avant, c'était quelque chose de connu. Et je pense qu'au fil du temps, ça s'est dilué, en fait. Il y a eu effectivement beaucoup de rumeurs, il y a eu l'effet téléphone arabe, beaucoup de légendes, beaucoup de mythes. Et au bout du compte, les gens ne savaient plus trop ce que c'était. Et c'est la volonté aussi qu'on a eu lors du dernier conclave de mettre un terme, justement, à cette histoire, en rassemblant les objets de pouvoir et en permettant aux joueurs de les approcher, de les toucher pour certains. Mais on a eu du mal à retrouver les informations, nous aussi, vraiment, c'était compliqué. Très, très compliqué. Tout à l'heure, tu parlais des oppositions Ventroux-Toréador, on va dire au sud, pas dans la région. Et ce que je pourrais quand même te ramener comme souvenir, c'est pas tant en fait Hugues Desarcis, mais tout ce qu'a fait Nicolas Milesi et Sylvain Fourmont, qui jouaient leur Ventroux extraordinaire, Hans Harrer, et puis je sais plus comment il s'appelait l'autre. Enfin, je sais pas si vous avez connu ce personnage Hans Harrer, parce que nous, avec les Toréadors, c'était super intéressant. Ils amenaient quelque chose de super intéressant, je trouvais, dans le jeu, simplement pour la qualité de leur interprétation. Et puis, c'était des personnages qui étaient tellement too much qu'avec les Toréadors pseudo-humanistes, d'autant plus humanistes qu'ils étaient pour la plupart joueurs, ça marchait du feu de Dieu, quoi. C'était vraiment les arcs-ennemis. Enfin, moi, j'ai adoré, quoi. C'est vraiment, parmi mes meilleurs souvenirs, c'est les Toréadors qui n'en pouvaient plus, quoi, qui voulaient égorger Hans Harrer pour toutes les raisons qu'on imagine. Et ça, c'était vraiment super intéressant et super rigolo. Vous nous avez parlé des guildes tout à l'heure. J'ai souvenir aussi d'un jeu avec les éventails. Oh oui. C'est un super truc que vous avez mis en place. Vous pouvez nous en parler ? C'est quelque chose qui existait déjà, en fait, au XVIIe et XVIIIe siècle, en fait, qui était le langage des éventails, des courtisanes et tous ceux qui entouraient la cour, enfin qui faisaient partie de la cour du roi, en fait. Et il y avait un jeu d'éventail, comment tu le tenais, il était ouvert, fermé, il y avait plusieurs positions. Et tout ça avait une signification, comme les mouches, en fait, que tu portais sur le visage. C'était du même acabit. Une manière, en fait, pour que les Toréadors, avec vraiment quelque chose qui va bien avec le clan, puissent discuter à l'insu des autres. Et ça a été pas évident à mettre en place, honnêtement. Comme les guildes, ça n'a pas été facile. Je pense qu'elles ont vraiment pris, quand on avait fait la partie Natio Toré,
près de Paris, on avait loué un super bâtiment, enfin bref, superbe partie. Et là, à ce moment-là, vraiment, les guildes ont prise. Et le coup du langage des éventails, c'était assez intéressant parce que c'était malgré tout surtout les filles qui l'utilisaient, mais pas que. Il y a quelques hommes qui du coup avaient appris le langage des éventails. Et je me souviens de parties nationaux, alors notamment les éventails, ça a été un truc de fou. Parce qu'avec la Montagu, j'avais mis en place, là aussi, je m'inspire de l'histoire de France, mais c'est tellement facile, l'escadron de femmes en décolleté. Et donc l'idée, c'était que derrière les joueurs de Camarilla, il y a des hommes. C'est vil. Et qui dit homme, dit qu'ils peuvent être sensibles. Et donc j'avais créé un escadron de femmes en décolleté qui du coup allait séduire partout dans la salle pour récupérer un max d'infos et me les ramener. Et on était à communiquer les unes avec les autres, en fait, avec le langage des éventails de loin. Pour savoir s'il y avait un truc intéressant, si ça valait le coup de se rapprocher, si ça avait aucun intérêt, etc., etc. Et cette partie-là, entre celles qui en jouaient et qui en surjouaient et qui me récupéraient des trucs, mais je pense qu'en fait, les joueurs se rendaient pas compte de ce que du coup, ils étaient en train de leur raconter, en fait. Donc, désolé, messieurs. On avait joué sur cette faiblesse. J'ai fait la même chose avec des coquilles, mais bon, j'ai eu beaucoup moins de succès. Et c'est vrai que le langage des éventails, c'était vraiment un truc sympa à faire, mais pour ça, il fallait vraiment que les gens le connaissent. On l'avait simplifié aussi. Toi, je pense que William, tu fais référence à l'intégralité, parce qu'il y en a des pages et des pages en fait de langage, de signes, de symboles. Il y a un livre complet d'ailleurs. Et on avait vraiment simplifié, je crois, une douzaine, quinzaine de mouvements. Oui, non. Ce qui était déjà beaucoup. Ce qui était déjà beaucoup. Non, mais c'était très bien ça. Les guildes, c'était bien. Mais t'as le droit de dire que c'était pas bien. Mais je trouve que ça compliquait. L'idée était vraiment intéressante. Non, quand c'est chargé en histoire, tout ça, c'est toujours intéressant. Mais je trouvais que ça compliquait un petit peu les choses encore. Ouais, je suis d'accord. Il y avait déjà beaucoup de hiérarchie au sein du clan. Je trouve que ça compliquait un petit peu. Et puis ça, par exemple, les Pygmalions, tout ça, enfin, c'était. Je suis pas sûr que ça apportait vraiment quelque chose. C'était peut-être bien pour les influences, mais en termes de jeu ou de roleplay, en tout cas, je pense que ça apportait pas grand-chose. Je pense que l'idée, c'était de créer une dynamique interne au clan. Mais au final, si tu jouais pas en natio, donc en bougeant, ça perdait très vite son intérêt en fait. Ouais. Je pense que vraiment c'était intéressant quand tu changeais de ville régulièrement. Écoute, nous on était super loin, tu vois, à Annecy, mais ça avait super bien marché nous. Je sais pas pourquoi, parce que peut-être qu'il y avait plein de joueurs qui avaient envie justement d'aller chercher des reconnaissances sociales autrement que dans la structure politique habituelle. Et je sais pas, c'était super bien. On avait fait un bal, je me souviens, à Annecy, avec les différentes guildes qui présentaient leurs différentes productions. C'était super bien. Enfin, j'ai très bons souvenirs en tout cas. Alors en parlant de souvenirs, c'est quoi vos plus beaux souvenirs de Camarilla? Parce qu'on est là aussi pour ça. Vos plus beaux souvenirs de joueurs, acteurs ou pas d'ailleurs. La première partie, c'est quand même quelque chose. Enfin, en ce qui me concerne, parce que je découvrais World of Darkness, le monde vampirique. Alors, je crois que c'était... Non, c'était pas à Nomade. C'était justement vers Porte de la Chapelle, la première partie, dans une grande salle. Oui, je pense que tu étais à Marx Dormois. Marx Dormois, ouais. Et en fait, tu arrives, il y a 80 joueurs, parce qu'à Paris, il y avait 80 joueurs dans les parties. Et là, tu dis, putain, comment je vais me détacher de tout ça? Il y avait déjà des intrigues, des choses qui arrivaient. Et moi, j'ai ce souvenir-là, c'est les anciens qui étaient attablés comme ça. Et il y avait toute l'assistance, et qui demandaient qui va présenter les 6 traditions ce soir. Et tout le monde commençait à se défiler. Et je me souviens que j'y suis allé. C'est à partir de là que le personnage que j'en ai vraiment pris possession. Et j'ai balancé les 6 traditions du mieux que je pouvais à l'époque, parce que je connaissais à peine les trucs, pour le coup. Et c'était un souvenir assez important, parce que j'avais du coup marqué les anciens, et je savais qu'ils se souviendraient de moi. Et après, ça a bien fonctionné, quoi. Mais après, il y a eu des parties, le conclave d'Orléans, c'était génial. Les parties avec nos amis allemands et italiens. Oui, on en a beaucoup parlé, mais on peut en reparler aujourd'hui parce qu'il jouait majoritairement des toréadors. C'est vrai. Moi, ma maîtresse
et allemande. Donc c'était Gabrielle Monique de Saint-Étienne, qui était jouée par Eva, Eva Lenz. Et ils avaient déjà une présence et un jeu qui était incroyable, quoi. Vraiment, ils nous avaient mis une belle claque la première fois où ils sont venus. Alors, je suis toujours en contact avec eux. C'est ça aussi qui est bien au sein de la CAMA, c'est que tu te crées un réseau un peu partout. Et même si on ne se voit pas souvent, c'est toujours agréable de se retrouver. Bien sûr. Ouais. C'était vraiment un jeu incroyable, les Allemands, pour moi. Les Italiens, c'était un peu comme nous, j'ai l'impression. Mais c'était une période du clan Toreador qui était assez frivole. Et on ne parlera pas des afters. Je vois pas de quoi tu parles. Non plus. N'est-ce pas? Qui d'autre a de beaux souvenirs à partager? Des milliers. Non, des milliers, j'exagère, mais des dizaines, c'est clair. Je pense qu'il y en a 2 qui m'ont beaucoup marqué. La toute première partie Natio que j'ai fait à Grenoble, parce que je suis arrivée avec la Montagu qui était nouvelle-née. C'était ma première partie. Et là, en fait, je suis arrivée sur le devant de la scène parce que j'ai tenu tête à un ancien Broura qui était joué par... alors, le perso s'appelait Chiro, qui était joué par quelqu'un de la banlieue parisienne. Oui, je vois très bien. Oui. Montmorency. De Montmorency, voilà. Et en fait, qui lui, en fait, a joué son perso, parce qu'à ce moment-là, on jouait des anciens aussi. Parce que la Montagu avait une cravache. C'est un peu l'idée d'avoir à chaque fois la belle robe. Au départ, c'était robe de mariée et cravache. Et en fait, j'étais là en train de découvrir un peu ce que c'était qu'une partie Natio, les costumes, les gens, etc. Discutant avec d'autres persos. Et là, ce mec me fonce dessus, me prend ma cravache et me fait « Potence 3, je te casse ta cravache et je te la jette à la gorge. » Potence 3 pour casser une cravache. Et là, déjà, en tant que joueuse, tu comprends pas ce qui s'est passé. Et puis, en fait, à ce moment-là, quand je vous parle de culot et de pas avoir peur de perdre mon perso, je me suis dit, je tiens un truc. Parce que moi, on m'a bien expliqué qu'il fallait pas user de discipline en conclave. Et donc, je suis allée porter une réclamation aux anciens. Et je peux vous dire que je tremblais, mais de la tête aux pieds. Je ne sais plus dans quelle émission, il y a quelqu'un qui parlait qu'il était à 2 doigts de faire pipi dans sa culotte, mais c'était un peu ça. Parce qu'en fait, c'était hyper impressionnant. Il y avait la rangée d'anciens, et là, toi, t'es la petite nouvelle-née, et j'avais en fait maquillé mon cou avec du rouge, en disant que j'avais fait le choix de ne pas soigner ma blessure pour montrer en fait ce que... En plus, je savais même pas qui c'était à ce moment-là, quoi. Ce que lui, là, il m'avait fait. Et donc, en disant naïvement, alors pour ceux qui ont joué avec la Montagu, c'était à chaque fois « Mais vraiment, je comprends pas... » Bref, et en disant qu'il avait usé de sa discipline, qu'il m'avait fait ça, lui se justifiant en s'énervant énormément que comme c'était un ancien esclave ou je sais pas quoi, et donc du coup c'est pour ça que la cravache l'avait fait sortir de ses gonds. Un esclave sexuel du coup. Enfin, c'était en lien avec son background, quoi. Mais du coup, il l'explique aux anciens, mais les anciens considèrent que c'est pas normal. À ce moment-là, en plus, dans les anciens, il y avait eu des arcis, et donc là, à ce moment-là, on a commencé avec Raph à avoir les premiers jeux, les premiers échanges, et c'était vraiment fun. Et du coup, j'ai gain de cause. Et le type était le joueur, et je crois que le joueur était aussi furieux. Enfin, je pense que même le joueur m'en a beaucoup voulu. Et le truc, c'est que ce qui était génial, c'est que c'était la première fois qu'en fait, au culot, t'allais faire un truc où t'avais une chance sur 2 en fait de te faire dézinguer ton perso. Et je prenais en fait la pleine mesure, 1, de ce que c'était qu'une partie Natio, 2, en fait, des potentialités que t'avais avec que de la gueule. Et bien donc sûr. Ça, pour moi, ça a été... je pense que c'est vraiment là, à ce moment-là... Tu vois, tu parlais, William, de la pleine mesure de ton perso. Et je pense que moi, à ce moment-là, j'ai compris, en fait, tout ce que je pouvais faire avec mon perso. Et le deuxième souvenir est aussi à Grenoble. Et là, en fait, Elton, qui jouait d'habitude... qui incarnait d'habitude Gérard de Lacteloise en tant que PNJ, n'était pas dispo pour la partie Natio. Et on a secrètement fait en sorte que du coup je le fasse. Et donc je me suis retrouvée... Parce que l'avantage c'est que l'Acteloise porte un masque. Oui. Et avec un costume. Et donc je suis arrivée là-bas en secret. On m'a planqué tout du long. Et pour pas que ma voix soit reconnaissable, en fait je parlais à Lancilla que jouait Richard, en disant en gros que mon clan m'avait tellement déçu que du coup je voulais même pas leur adresser la parole. Donc je lui parlais soi-disant en fait en télépathie et lui... transmettait ma parole. Pour que personne ne puisse deviner. J'avais bandé ma poitrine en fait pour l'aplatir, pour que sous le costume on voit pas que je suis une fille. Et les crises de fou rire. Et en fait, on se faisait royalement chier parce que du coup les anciens étaient bloqués dans une salle et les gens devaient en fait réussir à nous en libérer. En plus, ils ont vraiment essayé. Et
les rares interactions qu'on avait, je pouvais pas parler. Mais en revanche, il y a eu un truc super à la fin, c'est que on descend, on a été libérés, super, fin de conclave, machin, tout ça. Le personnage de... Alors, est-ce que c'était... Enfin, l'antagoniste de... Je sais plus qui... on découvre que c'est lui qui avait mis tout ça en place. De mémoire, gros Brouja, gros grand grêle bien violent. Et en fait, il s'en va, il hurle, et c'était censé être la fin de partie, genre il a été dézingué. Sauf que moi, en fait, à ce moment-là, je reviens des toilettes. Et je reviens avec l'acteloise de là où lui est parti et où il a hurlé. Et comme je reviens des toilettes, je suis en train de faire ça, parce qu'en fait, j'avais pas pu m'essuyer les mains. Et là, en fait, tous les joueurs ont conclu. Gérard de l'Acteloise venait de buter le renégat Gangrel ou Brouja, ou je sais plus ce que c'était, et qu'en fait, il était vachement plus puissant que ce qu'on imaginait ou quoi ou qu'est-ce. En fait, c'était juste un hasard de circonstances, quoi. Et quand ensuite j'ai enlevé le masque et qu'on a découvert que c'était moi, là, c'était vachement fun. Voilà, c'était un peu long. mais c'est deux souvenirs de Grenoble, en plus, c'est rigolo, qui m'ont vraiment, vraiment beaucoup plus vraiment marqué. Enfin, deux moments vraiment, vraiment intenses. Toi, Antoine, tu as des beaux souvenirs? Écoute, j'étais en train de réfléchir pendant que vous évoquiez tout cela. Je sais pas, moi, je garde des bons souvenirs des gens que j'ai déjà cités, des gens que j'ai croisés à cette époque, des conclaves, des trucs, mais je pense que le vrai bon souvenir est un souvenir général d'école de la vie, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression d'avoir appris beaucoup de choses à la Camarilla qui ont fait après celui que je suis devenu dans ma vie réelle. Donc, d'autant que tu as commencé jeune. J'ai pu expérimenter beaucoup de choses à la Camarilla sans risque. Sans peur du ridicule ou sans peur des excès. Et puis, c'est autant d'expériences qui m'ont fait après oser dans la vraie vie, quoi. Donc, mon vrai souvenir est un bon souvenir de développement personnel, si je peux dire. C'est vrai, ça c'est vrai que ça aide vachement, ça a vachement aidé en fait à contrer cette peur du ridicule que tu peux avoir lorsque tu t'exprimes devant une assemblée, ce genre de choses. Ça a été très utile, je trouve. Je te rejoins complètement là-dessus, Antoine. Ouais, je suis d'accord. Combien de fois dans ma vie de tous les jours, mais comme nous tous, hein, je pense, je me suis dit, après, je sais pas, une réunion, une interaction avec des gens, bah tiens, là, j'étais dans une configuration typique que j'ai déjà vécue. Après, bon, moi, je suis artiste dans la vie et c'est vrai que j'ai prolongé un petit peu le truc. Mes copains de l'époque me disent qu'aujourd'hui, je suis devenu un peu un toréador dans la vraie vie. Je n'osais pas le dire. C'est-à-dire que j'ai prolongé l'expérience jusqu'à la réalité et je dirais que j'en ai particulièrement besoin tous les jours. Tu parlais d'audace tout à l'heure, l'Alex, face aux anciens. Bah, moi, si tu veux, dans le monde du spectacle, c'est exactement la même chose. C'est l'audace vis-à-vis des stars internationales ou des artistes plus confirmés que moi. Et en fait, c'est exactement le même fonctionnement. Et je crois qu'elle est toujours une prise de risque et puis souvent une belle récompense à la clé. Donc, ouais, moi, c'est surtout cette école de la vie, comme un grand bon souvenir qui m'a fait incarner après dans la vie tout ce qu'on a été dans la fiction. Je reviens parfaitement sur la question, parce que d'une manière générale, c'est vrai que j'ai toujours considéré que le jeu de rôle amenait ça, mais la Camarilla a été un peu plus que ça, c'est-à-dire que ça a été pour beaucoup de mes amis encore aujourd'hui, l'école du jeu de rôle et une référence, je dirais, en la matière, pour la régularité, pour ce nœud humain, social, scénaristique que ça mène. Franchement, je tire mon chapeau à vous en particulier qui avez vécu ces grandes années. Moi, l'époque de Love Cube, je l'ai pas connue, et c'est vrai que il y a 25 ans de jeux de rôle qui se sont déroulés. Je pense que c'est même pas encore terminé. Et pour y avoir fait mes premières armes, je dirais que ce sont les plus belles. Et dans mes plus beaux souvenirs, j'en ai deux qui vous concernent directement. J'en ai trois en tout, j'y reviendrai après. Ma première partie à Paris où j'en ai pris plein les yeux, à l'époque j'étais un jeune joueur, je voulais monter mon chapitre. Et c'est vrai qu'on est allé visiter un peu tout partout. Et c'est là que j'ai rencontré
que j'ai rencontré William. Et c'est vrai que cette rencontre, quelque part, a été aussi pour moi un point de départ dans ma manière de gérer mes interprétations, parce que j'ai vu de beaux jeux à Paris. J'ai vu du beau jeu à Paris, c'est pas pour rien que 15 ans ou 20 ans plus tard, j'ai voulu rendre hommage à cette rencontre avec Morteros, parce que ça a été extrêmement formateur de tous vous rencontrer. Deuxième beau souvenir, le dernier conclave, où j'en ai pris plein la gueule, où franchement, voilà, il y avait pas que le côté nostalgique, mais il y avait un vrai aboutissement, une apothéose, ce qu'on aurait voulu faire de mieux à l'époque. Non, Voilà. on avait les moyens là. Ah bah écoute, hein, et puis vous aviez pas n'importe qui avec vous. Il y a quelques copains qui vous ont filé des coups de main. Et enfin, beau souvenir de jeu, je crois que le moment où j'ai le plus frôlé la mort quelque part, où je me suis jeté dans le grand vide, c'est quand je me suis trouvé à Paris. Alors c'était dans une cave. À l'époque, Nathanaël était marquis de Paris et s'ouvre un grand jeu rhétorique devant les anciens sur la base des traditions, et je me retrouve à devoir argumenter sur l'humanité. Et dans mon argumentaire, ce que je jouais donc Daniel Morteros, Daniel le Rouge, Daniel Cohn-Bendit quelque part incarné en vampire, voilà, et je soutiens notamment devant les yeux de Nathanaël que la Camarilla est fondée sur les traditions, qu'elle est censée respecter l'humanité, et que l'un des paradoxes de la Camarilla, c'est d'être gouverné par les plus anciens d'entre nous, puisqu'ils sont par définition les moins humains. Et là, je le regarde dans les yeux, je le vois prêt à me sauter dessus, à me dévorer. Je ne comprends même pas comment j'ai pu passer la soirée. Et il y avait pas de plus belle conclusion. Et c'est implacable. Si vous retournez l'argumentaire dans votre tête, il est implacable. La Camarilla n'aurait jamais dû être gouvernée par des anciens. Et je rejoins l'école de la vie. Au final, je pense que c'est par procuration une des premières expériences sur ce qui nous attendait en tant qu'adultes, une des meilleures écoles pour s'y préparer, de se retrouver entouré de requins qui nous dirigent. Une école de la gérontocratie, absolument. Ouais. Si je puis me permettre, il y avait un moment, moi, qui était assez, à chaque fois, qui me donnait les mêmes sensations. C'était quand tu prenais le temps d'enfiler ton costume, de te maquiller, et qu'en fait, tu prenais cette espèce de bouffée d'air, et que tu appuyais sur le bouton où tu passais en jeu, en fait. Tu vois, où tu t'étais conditionné, et d'un coup, tu n'étais plus la même personne. Alors même si tu gardais, comme on l'évoquait, Oui, non, mais je vois très bien des traits de caractère. Et ça, c'était un sentiment. Alors c'est pas que tu décollais du sol, hein, mais une espèce de sentiment où finalement tout était possible. Enfin, tout devenait possible. Finalement, le monde, voilà, tout était accessible. Et moi, les parties, ce que j'aimais beaucoup dans les parties, c'était les imprévus, en fait. Ces petits moments où tu sentais que ça pouvait partir en sucette, en bien ou en mal d'ailleurs, un peu importe, mais où le scénario qui avait été prévu par les conteurs, ben voilà, les joueurs vraiment avaient un rôle actif, étaient proactifs en fait, et arrivaient à donner encore plus de substance en fait à ce qui sortait de l'esprit du ou des conteurs de l'époque. Et ça, c'était vraiment des moments jouissifs, bandants, hein, pour être un petit peu vulgaire. Et je crois que j'attendais en permanence ces moments-là. C'était assez intéressant. Et puis donc, pour conclure la partie, effectivement, bah, tu rappuyais sur le bouton, un bouton off cette fois, où là, tu te dégonflais un petit peu et tu retrouvais un peu la vie normale. Tu finissais la soirée, soit elle allait taper un McDo à 6h du mat avec les copains, soit dans une chambre d'hôtel glauque, des trucs bizarres. Il y avait quand même un petit temps pour sortir du personnage, je trouve. Ouais, je suis Ça d'accord. se faisait pas comme ça, je trouve. Moi, j'avais pas ce petit bouton off. Il me fallait une bonne soirée. Il me fallait que la nuit se passe, en fait, vraiment. Mais surtout que tu avais envie de raconter en plus tout ce que tu avais réussi à faire. Ou tout ce Oui, Moi, je me souviens des dimanches, en fait, où finalement, tu sortais pas de ça, parce que le dimanche, tu étais là avec tes potes et tu te rends pas compte, et j'ai dit ça, et j'ai fait ça. Enfin, ouais, ça fait partie aussi des choses. Sans compter des points d'influence que tu devais gérer dans la semaine avant la prochaine partie. Et c'était. Ça, c'était pas mon truc. Je voulais juste ajouter un truc parce que tu disais que c'était important pour toi ce moment d'entrer dans le personnage. Et vous avez tout à l'heure cité aussi les Allemands. Moi, j'ai un très bon souvenir de Lydia Buonfino, qui était la conteuse de Hambourg, avec qui d'ailleurs j'ai été en contact il y a quelques années là, pour écrire un manuel d'interprétation issu justement de ces travaux d'écriture de l'époque, pour aider justement à la mise en scène de nos parties. Et dans ce truc-là que j'ai repris, écrit de sa main,
Elle raconte tout le rituel qu'elle avait pour entrer dans son personnage, et c'est super intéressant en fait. Elle était quand même tripée, Lydia, hein. Elle regardait une bougie comme ça dans la nuit pendant je sais pas combien de temps, tu vois. Enfin, elle avait tout un rituel de passage. Du coup, je pense que tu n'étais pas le seul à avoir senti un truc fort à ce moment-là, quoi. Pour elle, c'était vraiment un truc super intéressant. J'ai plus exactement le détail de son rituel, mais je me souviens qu'il y avait une histoire elle fixait une bougie, quoi. Bah ouais, moi ça permettait vraiment de rentrer dans le personnage, Vraiment se mettre maquillage, dans la peau d'un costume. perso. Et moi j'allais uniquement à Versailles pour faire marrer le cardinal Simon, qui essayait de ne pas rire tout le temps. Ah oui. Oui, je riais pas trop. Hein. Je riais très peu. Ouais. Ouais. Ah ouais. C'était compliqué parfois. Il souriait au grand max, c'était un Ouais, petit ça- sourire et ça, il fallait vraiment l'arracher, quoi. Là, je me pinçais une couille quand je souriais pour pas aller plus loin, quoi. Mais c'était Ouais. de la cape en fait. Tu vois, c'est ça. Oui, on connaît la taille de tes couilles. Hein. Oui, je sais bien. Ouais. Non mais William, tu étais mon plus gros challenge. Je déconne pas, c'était tellement difficile de jouer Salluste quand tu étais en face. Parce que Salluste, c'est quand même le mec qui rigolait jamais. Hein. Ouais. Et il fallait pas que je rie. Et au pire, je pouvais avoir un petit sourire cynique, mais ça pouvait pas dépasser C'était ça. rare. Hein. Et toi, tu racontais conneries sur conneries, etc. Et en réalité, moi, mon exutoire, c'était la colère. Oui. C'est-à-dire que quand je sentais que tu me poussais à bout, je passais en mode colérique. Et pour ça que Salluste était très très colérique. Et c'était mon moyen de ne pas rire, en réalité. Potence 4, quand t'es en colère, c'est pas fun. Hein. Ce que tu faisais, William, c'était très compliqué parce qu'en fait, il fallait le faire avec talent. Et c'est pour ça qu'on pouvait passer en fait sur tes excès, mais tout le monde n'aurait pas pu faire ce que toi tu faisais. C'était ça toute la difficulté, donc tout le talent, le panache que tu avais en fait. Ouais. Mais c'était vraiment un jeu en plus. Hein. Vraiment, quand je venais à Versailles et que je savais que tu étais là, il fallait que j'ai un sourire du cardinal Simon avant de repartir. Salluste, le nombre de fois où je lui parlais de la Saint-Barthélemy juste pour voir si je changeais de couleur, c'était génial. Et Jérôme, je te pose aussi la question à toi. Oui. Que tu as joué Torador. C'était quoi finalement ton plus beau souvenir de Camarilla ? Mon plus beau souvenir de Camarilla, c'est, je pense que tu pourrais me poser la question tous les jours, je t'apporterai une réponse différente. Là, ce qui me revient en tête, c'est ces foutus conclaves de Carcassonne qui étaient juste complètement dingues, du début à la fin, des parties extraordinaires. Et peut-être le fait de se retrouver dans une alcôve avec le prince de Carcassonne de l'époque, donc le prince Bénédicte, qui était interprété par Frédéric, qui est appelé par un de ses sous-fifres et qui oublie en fait la coupe. Voilà, il était détenteur de la coupe que lui avait confié le justicard, je crois, et il l'oublie dans l'alcôve. Voilà. Et tu lui piques. Donc ce soir-là, la coupe a disparu. Voilà. C'est un souvenir parmi tant d'autres, mais ces deux conclaves sont fantastiques. Et le dernier conclave, malgré mon état d'épuisement avancé aussi, c'est un événement formidable, quoi. C'est vrai que les gens avaient l'air ravis, puis on a fait des scènes complètement dingues, hein, que ce soit dans les sous-sols du château, à l'extérieur. On approche de la fin de cet épisode. Et donc on a 2 questions rituelles, on a 2 questions incontournables, tout autant que le clan Torador l'est au sein du domaine de France. Oui, c'est l'expression consacrée. Oui, je pensais à 2 questions, mais l'expression consacrée, alors est-ce qu'il y a, c'est ça, une expression, quelques mots, quelques bons mots de préférence que vous aviez pour habitude de prononcer pendant les parties, avant les parties ou après les parties, et qui vous reviennent? William, c'est à toi de parler, c'est ça? J'ai fait un signe comme ça, mais si tu veux. Vas-y, je t'écoute. Il y avait, en fait, tous ceux qui portaient mon nom, il y avait une phrase que je leur disais tout le temps. Je leur disais on se déchire souvent à belles dents, mais on chasse toujours en meute. C'est très classe. Ouais, et c'était vraiment pour représenter l'esprit toréador sur Paris, en fait. Et plus particulièrement les membres de ma famille. Vincent, Antoine, Alexandra? En fait, moi, je l'ai dit un peu tout à l'heure, c'était la phrase qui un peu était mon moteur avec la Montagu, qu'on m'aime ou qu'on me déteste, qu'importe tant qu'on parle de moi.
Et je pense que c'était vraiment ça. Et plus j'avançais, parce que je l'ai joué quand même quelques années, la Montagu. Et plus j'avançais avec la Montagu, plus c'était vraiment ça. Surtout que comme je jouais dans différentes villes de France, j'essayais d'avoir vraiment cette aura. J'avais aussi fait un blog, enfin un site avec toutes les rumeurs. Et en fait, les gens m'envoyaient des rumeurs de leur ville. Parce que je publiais tout anonymement. Et c'était un site en fait sur lequel moi j'en publiais plein et donc j'ai balancé des rumeurs à la con là-dessus que c'était formidable. Confirme. Et n'est-ce pas? Tu as fait les N'est-ce frais pas, oui. entre elles. Oui. Et la rumeur, Dieu sait que c'est intéressant à manipuler. Surtout quand on est toréador. Et donc, j'avais mis en point cette boîte aux lettres où les gens pouvaient m'envoyer des rumeurs que je publiais de manière anonyme, surtout si je trouvais ça drôle, mais que j'allais évidemment jamais vérifier. D'accord. Donc, ça crée en fait un truc complètement fou. Et j'avais des fréquentations de ce site. En fait, mon site d'illustratrice à côté, j'étais méga jalouse, quoi, qu'il n'avait pas la même fréquentation que le site de rumeurs de la Montagu. Et c'était assez génial. Mais oui, je pense que c'est vraiment la phrase qui a caractérisé tout ce que j'ai fait avec elle, en fait. Vraiment. D'accord. Vincent? Alors moi, il y en a une qui est restée. Ce soir, je ne serai pas avare de paroles. On me reprochait souvent de trop parler, d'en rajouter. J'étais reconnu pour ça. Le soir où je suis arrivé en grande pompe avec la lettre faisant de moi le chambellan de François Villon, j'ai fait s'agenouiller tous les membres de la cité dans mon discours. Il y en a beaucoup dont les genoux s'en souviennent. Voilà. Donc je ne serai pas avare de paroles était devenu la marque de fabrique, ou plutôt la saillie que m'envoyaient mes pires adversaires. Voilà. Mais c'est resté. Antoine, tu te souviens de quelque chose? Écoute, moi, j'ai pas de réplique précise en tête. Les mots qui peut-être résonnent avec le plus de malice, c'est les lectures des poèmes pornographiques de Villon, qui faisaient toujours les bonheurs des soirées toréador et autres d'ailleurs, ces poèmes homosexuels dont après coup j'ai appris qu'on n'était plus tellement sûr finalement de leur véracité. Après leur existence dans le monde vampirique, je ne sais jamais tellement non plus si en termes de contes ça a été géré ou pas. Sans doute que certains les ont validés, d'autres pas. Ah, si. Tout ce que Villon a fait. Ils ont appliqué à la lettre. C'était la 7e tradition parisienne. C'est vrai que ça, c'est dans parmi les meilleures répliques et les plus drôles, surtout dans la petite ambiguïté enjeu hors jeu, c'était effectivement la promesse d'une belle lecture des mots du prince, et puis après le malaise en entendant les poèmes en question, quoi. Voilà, ça a toujours marché. Voilà. En 20 ans, je pense que ça fait toujours le succès des parties de Camarilla. Et toi, Jérôme, est-ce que tu as Oui. une phrase culte? Alors la phrase culte, oui, il y a un truc, quand on se réunissait sur Versailles entre conteurs ou qu'on devait prendre des décisions, souvent ça se finissait en « ça crée du jeu ». Ça crée du jeu, ça veut dire vas-y, on balance la purée, on envoie, ton intrigue elle est un peu pourrie, mais on s'en fout en fait, tu vois, on était un petit peu à genoux parfois, on n'en pouvait plus. Donc ça crée du jeu, généralement c'était bon signe, on validait une intrigue assez moisie. Et puis les joueurs, on savait pas où ça allait. Ouais, on savait pas, on s'en foutait en fait. Mais certains joueurs mordaient de toute façon toujours à l'hameçon, et donc c'était le principal. Je pense que c'est ça. Ah, cet aveu de médiocrité du conte. Alors c'est pas un aveu de médiocrité parce que c'est moi j'ai été conteur local sur la cité d'Arpajon. C'est vrai que ça crée du jeu, ça sert de caution à tout puisque c'est quand même en tant que conteur, tu es là pour créer du jeu pour tes joueurs. Tu sais jamais comment ils vont rebondir sur les événements, tu l'espères toujours, et le travail de conteur c'est aussi un travail épique à ce niveau-là. Voilà. Donc et les joueurs de toute façon étaient très demandeurs, donc ils rebondissaient sur tout ce qu'on leur donnait, voilà. Et rebondissaient des fois sur des trucs que vous n'aviez pas fait d'ailleurs. Ah, aussi, oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais il faut. Il faisait plus que rebondir, et parfois il bondissait, parce que moi j'avais des joueurs qui me créaient un quart du scénario de la soirée, alors que j'étais pas au courant. On parlait de personnages toréador cultes de l'Isle-Adam. Ah bah oui. Jérôme M, pour ne pas le citer. Alors, toréador, Ravnos, on ne saura pas vraiment.
Mais ce mec faisait que à la fin de chaque partie, le dimanche, quand je recevais des mails, le joueur, tiens, je veux gérer ça, il s'est passé ça pendant la partie. J'étais absolument pas au courant. Et le dimanche soir, je recevais un mail de 8 pages de Jérôme. Alors, au fait, j'ai fait ça. Et là, je lisais ce qu'il avait fait. Et après, il fallait que je gère pendant tout le mois. Il était venu avec son scénar. Il y a des mecs qui arrivent avec leur pinard. Lui, il vient avec son scénar, quoi. Et donc, c'était plus que rebondir. Hein. C'était moi qui devais rebondir sur ces trucs à lui. Donc, bref. Mais il faut rendre hommage, d'ailleurs Vincent, tu en fais partie, il faut rendre hommage à tous ces conteurs qui pendant des années ont rédigé des aventures, des scénarios, des histoires, et qui... ont créé du jeu un peu. Vraiment, pour créer un peu de jeu. Ouais, franchement, quel mérite, quoi, c'est incroyable. On se rend pas compte qu'on n'est que joueur, en fait. Avec quelle maîtrise, je ne sais pas. Je pense qu'il y avait une grosse part d'improvisation aussi dans l'écriture, comme tu disais, le fameux sacré du jeu. Ouais. Et merci pour ces bons mots, mes amis. Alors, je vous propose une dernière petite question avant d'en finir avec vous, avant de vous renvoyer en torpeur. Est-ce que vous auriez, les uns les autres, une œuvre, un livre, un film, une série, un jeu, un bon vin, ce que vous voulez, à recommander à nos auditeurs? Je vais le faire en rapport avec le personnage. Il y a un livre qui m'aura beaucoup servi à la fois pour créer ce personnage-là de la Montagu et qui m'aura servi récemment puisque l'année dernière j'ai sorti une série littéraire en ligne sur aussi cette femme qui a réellement existé. Parce qu'autant Lady Sarah Wortley Montagu n'a pas existé, autant sa mère, Lady Mary Wortley Montagu, elle a réellement existé et donc son livre des lettres, tout court d'ailleurs, lettres, est hyper intéressant et on découvre en fait que cette femme, en fait, si les vaccins existent aujourd'hui, c'est grâce à elle, alors que l'histoire a oublié son nom. C'est elle qui a ramené le principe de la variolisation de ses voyages en fait, où elle était femme d'ambassadeur. Et c'est elle qui a ramené ce principe en Angleterre. Donc au départ c'était pour la variole, donc de la variolisation où tu injectais un petit peu. Et c'est hyper intéressant de découvrir Lady Mary Wortley Montagu qui elle a vraiment existé et qui est juste un personnage incroyable. Donc son ouvrage Lettres. Merci Alexandra. J'adore les femmes de science. Antoine, est-ce que tu as pensé à quelque chose? Écoute, j'en sais rien. Tout à l'heure, j'ai dit que j'avais une carrière d'artiste à Post-Camarilla. Moi, ce que je peux faire, c'est ma promo, en fait. Vous dire que vous pouvez écouter tout ce que j'ai fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un soir, bourré comme un coin, j'ai envoyé un mail à la chanteuse Désirless, la chanteuse de Voyage Voyage, que notre génération, en principe, connaît bien. Et il s'est trouvé que c'était une grande ancienne de la chanson et qui m'a vraiment répondu. Et puis, on a fait un super duo pendant plus d'une dizaine d'années. On bosse encore un petit peu ensemble. Et aujourd'hui, je fais plein de trucs. Si vous aimez Vardruna, si vous aimez la folk un peu épique, jeu de rôlistique, vous pouvez écouter tout ce que je fais. Voilà, j'ai plein de groupes. Ça s'appelle Valfeu. Et vous trouvez tout sur valfeu.com. Donc j'espère que pour ceux qui voudront une référence musicale à la fin de cette émission, un truc à écouter, vous pourrez découvrir des choses qui vous amuseront, je ne sais pas. Voilà. Merci Antoine, j'ai déjà écouté et ça me plaît beaucoup. Vincent aussi a plein de choses à écouter. Vous pouvez suivre son actualité. Et j'ai découvert que Vincent avait plein de super trucs aussi à écouter, un peu en rock progressif, comme on dit, Vincent. C'est ça ? Du rock progressif, entre autres, et de l'électro-dark, du synthwave. Voilà. Super. L'autre Vincent, un bouquin à recommander, oui. Il y en a un qui m'a beaucoup inspiré et je trouve en plus une connexion évidente avec l'univers Toréador. C'est toute l'œuvre d'un auteur français qui s'appelle Mathieu Gaborit. Qui a écrit Les Chroniques crépusculaires, qui est une œuvre pour moi magistrale et fondatrice. Je recommande également d'approcher le jeu de rôle qui en est découlé, puisque en réalité on est dans un monde où basiquement toute la magie est artistique et les arts sont magiques. Voilà, donc beaucoup de jeux autour de la peinture, de la musique, de la sculpture, qui dans l'élan Toréador, moi, m'a poussé à me tourner vers les arts. Alors je suis pas un artiste en tant que tel, mais c'est vrai que ça fait partie de ces jeux qui nous permettent de vivre des expériences par procuration, de découvrir d'autres univers et de s'expérimenter artiste dans une autre vie, en tout cas d'en avoir la fibre. Et c'est ce que le jeu de rôle m'a donné. Donc Mathieu Gaborit, Les Chroniques crépusculaires. Cinématographiquement, sinon, moi je suis assez surpris de voir que la manière dont
Le jeu de rôle, on l'a amené avec la Camarilla, a fait aussi évoluer la pensée dans la production cinématographique. Et quand je vois des univers comme le MCU ou comme ce que aujourd'hui on fait avec Star Wars, on fait les univers étendus avec des connexions entre plein d'histoires qu'on a vécues, je vois simplement que ce qu'on fait depuis 20 ans a de plus en plus de sens. Et je crois qu'on peut être fier parce qu'on a une génération qui nous suit en fait. Qui nous suit parce que ce que vous avez fait il y a 20 ans, aujourd'hui, on le voit enfin à l'écran, quelque part. Alors, en termes d'autopromo, Vincent, je ne sais pas si tu es artiste aujourd'hui, mais en tout cas, Alexandra et William le sont. Et alors, c'est étonnant parce que vous êtes vraiment dans des domaines assez différents les uns les autres. Donc, Alexandra, tu es illustratrice. Ouais. Et alors, illustratrice, autrice, peintre, et je crée des jeux de société. Eh ben, très bien. Où est-ce qu'on peut trouver ça? Alors, jeux de société à partir de mai dans toutes les bonnes boutiques. Ça s'appelle l'école de Nicolas Flamel. Les séries sont sur une plateforme qui s'appelle Doors. Donc j'en ai fait 2, dont une sur Lady Mary Wortley Montagu. Sinon, j'écris surtout des nouvelles, donc c'est dans des anthologies. Et les illustrations, on en voit un peu partout, et j'en vends beaucoup aussi, ce que je peins aussi, donc ça... Excellent. Et William, toi aussi, tu es illustrateur? J'ai été illustrateur, oui. Après, je peins toujours, pour mes amis, exclusivement. Et puis sinon, Maintenant, j'illustre un peu les corps, c'est ça, oui. Voilà. Oui, je suis tatoueur maintenant et spécialisé dans la gravure médiévale et moderne. Donc, Et où est-ce qu'on peut découvrir tes œuvres et venir se faire tatouer? tu peux venir te faire tatouer chez les Derniers Trappeurs, qui sont dans le 11e à Paris, qui est un grand salon privé, un des plus grands d'ailleurs, peut-être de France. Et sinon, sur Instagram, je réponds au nom de William Blake. Ah. Voilà. Je vous laisserai découvrir tout ça. Et puis sinon, si j'avais un petit truc à conseiller, une série que j'ai vue il n'y a pas si longtemps, mais je pense que vous l'avez peut-être déjà vue, qui s'appelle Le Sermon de minuit. Et c'est une mini-série et je trouve qu'elle apporte une réflexion nouvelle sur la mort et la religion et le monde vampirique. Donc, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la voir. Je trouve qu'elle était vraiment bien faite pour le coup. C'est noté. Du coup, en fait, je me pose la question de savoir si les gens qui jouaient Toréador avaient tous une fibre artistique ou pas. Je pense également. Toi, Vincent, je t'ai posé la question, mais tu as une fibre artistique, Vincent? Il écrit. Fibre artistique, quelque part double. Alors, moi, je suis un petit peu en dehors des classiques. Déjà, dans mon boulot, je suis responsable événementiel dans la petite ville de Janvry. Donc j'enchaîne les plus gros marchés de Noël de France, les plages. Donc j'organise des événements au quotidien en fait. Et on fait une station de ski d'hiver, la seule station de ski d'Île de France. Cherchez, ça existe, ça s'appelle Jean Boriaz. Donc finalement, c'est dans mon boulot, on est chef d'orchestre au quotidien. Et à côté de ça, quelque part, je mets de l'art dans tout ce que je fais. Je fais également prof d'arts martiaux, bénévole. Je touche un petit peu à tout et notamment, je travaille actuellement avec des Cosaques et donc on s'est retrouvé sur la danse des sabres. Donc voilà, je fais des choses assez intéressantes. Incroyable. Je travaille avec les champions du monde en la matière. Donc je suis un tout petit, mais je fais ça depuis des années en fait sans le savoir. La canne qu'on m'a mis un jour entre les mains. Et pas que. Non, mais pour être plus sérieux, effectivement, fibre artistique toujours. Et je constate que chez les toréadors, c'est une donnée majeure. On l'a tous eu, on l'a tous trouvé là-bas, ou on l'avait déjà, mais on n'est pas toréador par hasard. Qui n'est pas artiste n'est pas toréador. Ouais, je cherche en fait s'il y a un toréador qui n'était pas, qui avait pas une fibre artistique, mais j'en vois pas là, comme ça. Dès lors qu'on passe un costume et puis qu'on va interpréter un personnage, je pense, indépendamment du clan, je crois qu'il y avait quelque chose d'assez créatif dans la Camarilla pour tout le monde. Enfin, il me semble. Mais je pense que c'est encore plus quand tu choisis ce clan-là, en fait. Mm. Parce que c'est vraiment ce qui relie le clan, c'est vraiment l'art. Ça aurait été difficile de t'imposer de jouer ce clan si t'avais vraiment aucune prédisposition artistique. Tu vois, autant tu peux te dire, bon bah je sais pas trop quoi jouer, mais je vais jouer Brouja parce que ça a l'air fun, c'est rigolo, on va boire des bières. C'est pour ça que tu as joué Saluste. Absolument, il était très très fun. Il était très très fun, il buvait des bières, Saluste. Bah, c'est bien connu. Mais autant Toréador, si t'avais pas cette fibre, ce sentiment, je pense que t'avais moyen de t'ennuyer véritablement pour le coup. Après, les arts picturaux ou l'illustration, tout ça, c'était pas si représenté que ça. C'était
Il y avait vraiment plus un côté esthétique et un art de la palabre aussi qui était. Il fallait être beau parleur. Hein. Ouais, c'était vraiment plus de la présence. Hein. Ouais, c'est ça. Enfin, être toréador et être timide, c'était un peu compliqué en partie, quoi. Ouais. Timide ou muet? Ah, mais tu vois, même muet, tu peux avoir une présence, une présence. Timide, il y a quelque chose de plus compliqué, quoi. Ah, attends, il y a plein d'artistes qui sont extrêmement timides. Hein. C'est ce que j'allais dire. Nous, on a eu plein de joueurs, en fait, souvent des nouveaux joueurs, tu vois, qui voyaient Artistes torturés. le côté un peu poétique, mélancolique, Ouais. aussi humaniste, tu vois. Ils disaient, bon, ça, c'est pas trop pourri, je peux faire ça devrait bien se passer. Et puis après, ils tombaient avec des vieux antagos méchants comme nous, mais ça, ils ne le savaient pas au moment où ils entraient en scène. Mais en fait, moi, j'ai eu beaucoup de joueurs toréadors timides, enfin, j'en ai connu. Je l'ai été moi-même, en fait, quand j'ai commencé la Kama à 16 ans. Franchement, j'étais flippé comme c'est pas possible. Quand j'arrivais à table avec Benji, Milouz et compagnie. Il faut dire qu'il y avait des pointures en face. Hein. Grégoire aussi, il était difficile. Hein. Il fallait. Putain, il envoyait aussi. Hein. Cardinal Simon, c'était différent parce que tu voyais la malice dans son regard. Mais, mais il avait des mots assassins. Hein. Il les plaçait bien. Moi, j'en envoyais plein comme ça passait pas. C'était pas. Simon, c'était le sniper. Je primais la quantité et la qualité, à l'inverse de Jérôme ou de Vincent. La mitraillette toréador. Merci beaucoup pour vos souvenirs partagés. Je pense qu'on avait encore beaucoup de choses à se dire. Oui. Oui. En tout cas, vous avez été des dignes représentants du clan Toréador. Vous avez été loquace, vous avez été beau, vous avez été resplendissant. En retard aussi. Et en retard, fait, ce qui est très représentatif du clan. Merci à vous toutes et vous tous pour tout cela. Bien, merci à toi. Mais un grand merci. Merci. Mais oui. C'était un grand plaisir d'évoquer tout ça. Partagez. Alors, bonne nuit. Bonne nuit. À bientôt. Ciao, ciao. Bonne nuit à tous. C'était ça le problème avec le clan Toréador. Je savais que j'aurais beaucoup de mal à vous arrêter. C'est faux. C'est quelle mauvaise foi ce type, quoi. Oh là là, il en rajoute, il en fait des caisses à chaque fois. C'est quoi. Pas vrai. Alors, est-ce qu'on peut reparler de cette phrase en début d'émission où il y a eu Cohn-Bendit et nouveau-né dans la même phrase? C'était très bizarre. Oui. Très, très bizarre. J'ai insisté à placer le nouveau-né justement pour faire référence. Très bien. Et je vois que tu l'as très bien souligné, Jérôme. Ah oui. C'était très mauvais goût. Oui. Vous ne m'avez pas déçu. J'en ai même pas honte. C'est horrible.